Le problème qu'on a au chevreuil au Québec, c'est que depuis le nouveau plan de gestion, qui est carrément une destruction du cheptel de qualité, il y a plus beaucoup de chasseurs de chevreuil qui ont des frustrations avec des gros bocs parce qu'il n'y en a plus. La tourse là-bas, plus le mien où j'ai une tué à 250 livres à l'arc. À l'arc, ouais. Nice. Il va être présenté dans la tournée de film chasse-pêche. Qu'est-ce qui peut rapporter de plus? C'est le temps. Parce que énormément de chasseurs se tirent dans le pied en pensant qu'ils vont déjouer leur chevreuil. Avec ça, faut t'ouvrir le bouchon. Ton bouchon, c'est un efface dans le fond. Ça! Non, c'est ça, tu l'as, c'est Je connais pas ça, ce crayon-là. Ah! Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 31 de 6e Sens, le meilleur podcast de chasse et de pêche au Québec. Je fais ma petite plug d'avant-podcast tout de suite en vous disant d'aller magasiner sur laforcedelanature.ca. C'est la meilleure façon de nous encourager puis de faire en sorte qu'on continue de vous offrir du contenu de qualité comme on le fait déjà au kit, Just Shoot It. On a les dossards oranges qui continuent de sortir en fou. On a de l'inventaire, ça va quand même assez bien de ce côté-là. Fait que bon magasinage à tous. Cette semaine, le podcast qu'on a fait, là, il était vraiment dans mes cordes. C'était tellement intéressant. Ben, l'autre jour, t'avais la tête le long, man. Ouais. Tes yeux, là, t'étais de même, man. Ouais, parce que c'est direct sur le sujet qui me fait triper le plus sa planète, là, genre littéralement au monde. Puis je pense qu'on a toute cette piqûre-là, la chasse au chevreuil, puis on a parlé de bien d'autres choses aussi, là. L'invité qu'on a reçu, moi, il m'a encore plus surpris que à quoi je m'attendais. Là. Ouais, puis il m'a remis en doute sur des affaires que je pensais fermement que c'était la vérité, man. Puis ça, c'est tough, man. C'est vraiment tough sur l'estime, puis mais tant mieux, c'est hot, on en apprend chaque jour, puis c'est pour ça qu'on fait ça aussi, tu sais. Ouais, puis là, les trois sujets qu'on a eu, ben les trois sujets principaux, parce qu'on a parlé de bien d'autres choses à travers tout ça. Là. D'ailleurs, les livres qui sont là, c'est lui qui les a écrits puis qui en fait la vente aussi. Là. On a parlé de Steaky, notre invité classique, pour vous apprendre à le connaître en profondeur. On a parlé de chasse au chevreuil, on a parlé de formation de chasse. Beaucoup de chevreuil, beaucoup d'orignal. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir une véritable machine de chasse. Un gars qui vit que pour ça puis qui récolte des bêtes qui font littéralement rêver. En plus de ça, il transmet sa passion et ses connaissances aux autres par le biais de toutes ses formations. Puis, ben oui, évidemment, comme vous voyez sa petite pancarte-là, cette semaine, on a eu Charles Doré sur le podcast. Fait que on vous laisse là-dessus, puis on vous souhaite un bon podcast. Bonne écoute. Deux semaines, j'étais pas venu. On dirait que parce que j'ai pas fait le dernier podcast, ça me fait drôle, j'avais hâte. Non, je suis bien content. Charles, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. On est content de te recevoir. Ouais, vraiment content de recevoir on sent des bains aujourd'hui. Dans le monde de la chasse au Québec, l'orignal autant que le chevreuil, puis tout. On te voit beaucoup d'impourvoiries, puis t'as un réseau social assez fort. Là. On te voit vraiment partout. Fait qu'encore une fois, ben, merci d'être venu sur le podcast. Plaisir. Merci pour la route aussi. Hein. De quel coin que tu résides? Parce que t'as fait de la route pour venir ici? Ouais, j'ai fait exactement 2h40. Je demeure à Saint-Césaire, à Montérégie. Ça, c'est quand tu prends la route 112 qui traverse d'est en ouest une bonne partie du sud du Québec, c'est à 15 minutes de Granby. Ok. C'est quand même une bonne raide, là, Crime, mais tu venais faire quoi aujourd'hui à Québec ou cette semaine? Je venais vous voir. Ça veut dire que ça te tentait pour de vrai de nous voir, c'est fun. Hein? Oui, ça me tentait parce que je trouve ça le fun ce que vous faites. C'est un courant d'air frais ce que vous faites, de la relève, mais je trouve que c'est beau, c'est bien fait, c'est bien structuré, vous encadrez bien vos invités. Puis, écoute, j'en ai pas fait souvent, mais c'est toujours bon pour des gars comme moi de se faire voir par d'autres angles. Puis, l'hiver, pour moi, c'est une saison morte, c'est une saison beaucoup plus tranquille. Je fais énormément de bureaux, je fais de l'analyse de cartes, tout ça, de tâches à l'ordinateur. Fait que de venir jaser avec des gars, ça me faisait plaisir. Ouais, ça change d'air, ouais. Ben, c'est apprécié ces mots-là, puis justement, je t'aurais jamais texté au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je sais que non, j'aurais pas eu de temps. De toute façon, j'aurais pas répondu à. T'aurais même pas vu le message. Non, oui, chier, en fait. Non, peut-être pas. J'aurais pas vu le message, en tout cas. Ouais, fait comment ça marche? À chaque début de podcast, je présente qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, puis c'est propulsé par Chaloux, mais j'ai entendu dire que tu voulais une gourou parce que t'avais 2h30 à faire. Charles s'endort au volant. C'est ça qu'il nous a dit tantôt. Après le podcast. Ben moi, c'est parce que je suis un endormi au volant. Si je fais de longue ride,
particulièrement, de toute façon, de la boisson, je bois jamais de boisson le jour, parce que si j'ai à faire de la route, puis même, je bois pas de boisson le jour, jamais, même un samedi, tu me verras pas prendre une bière à midi. Ah ouais? Moi, je suis un endormeur. Fait que si je bois une bière ou deux, ça me ralentit. Fait que là, sachant que j'ai 2h30, 3h moins quart de route à faire au retour, j'irai pas me claquer, même ne serait-ce qu'une bière. Parce que je me tente. De toute façon, ça sert à rien, hein? Ben, c'est parce que le plaisir qu'elle va me procurer ici à boire la bière, me relaxer, puis ça relaxe, quoi. Ouais. C'est qu'après, je vais sacrer. Elle va me faire souffrir bien plus de temps qu'elle va me procurer de plaisir ici. Ouais. C'est souvent le cas de l'alcool, c'est ça qui est plate, mais là, ça tombe juste bien parce qu'il y a une petite gourou de même. Après un salon, 4 jours, on vient de sortir de la pauvreté, nous autres, puis le PC, chialait qu'il avait mal aux pieds. Moi, j'ai même mal dans le dos. On est fatigué de parler. Ils sont pas fait bon, les gars, ils s'entraînent pas, ça paraît. J'avais perdu la voix, puis là, ça commence à revenir, là. Fait que c'est une petite question croustillante, comme à chaque début de podcast. Puis, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus une information, là, mais tu sais, t'es une légende dans le domaine de la chasse et de la pêche. Mon idole personnel. Je me demandais, est-ce que tu pourrais raconter aux gens une aventure cocasse qui t'est arrivée à la chasse, malgré tous tes exploits? Dans le bois, genre? Dans le bois, ouais. Une aventure cocasse, ouais, pour déjeuner tout le monde. Peut-être avec un client ou une péripétie. Écoute, des aventures cocasses, rapides de même, j'aurais aimé mieux, si vous m'aviez préparé d'avance, je me serais plus arrêté à fouiller. Écoute, des anecdotes cocasses, on en vit tous les ans, mais des vraiment croustillantes. Il y en a une, je vais vous en compter une. L'année passée, j'ai eu, puis il y en a qui vont rire, mais qui l'entendent s'ils se reconnaissent. Quand on guide à la chasse à l'ornial, on marche en avant. Hein. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un, c'est niaiseux à dire, j'ai commencé une certaine médication depuis environ 5 ans. Suite à un taux de cholestérol trop fou que ça peut se paraître, je fais du cholestérol, mais dans le plafond. Puis ces médicaments-là ont fait en sorte que j'ai commencé à avoir plus de gaz. Ah oui? C'est niaiseux à dire, mais quand tu guides, tu as des gaz qui sentent, ben tu peux rire avec ça en masse. Parce que là, tu marches, puis moi je fais exprès, quand t'en as un bon qui sort, quand tu remarques que t'as une journée que t'as du bon stock qui sent bon, tu le lâches, là tu décolles, tu fais 10-15 pieds, tu t'arrêtes. Les gens qui me suivent, quand je guide, j'ai souvent un tireur et un caméraman. Moi, le mot d'ordre, c'est plus compliqué. Quand j'arrête, t'arrêtes immédiatement. Puis je veux plus que tu bouges parce que j'ai peut-être entendu quoi, j'ai peut-être perçu ça. Je fais exprès dans ce temps-là. Puis quand je passe, mettons, un fourré dense, une talle de branche vraiment sale, je le lâche dedans. Là, j'avance dans 10-15 pieds, j'arrête les autres dans le sale. Puis l'automne passé, je n'ai eu une journée, une ou deux journées vraiment solides, là, tu sais, là. Ça, c'est quand même de quoi moi, je suis un gars qui aime ça jouer des petits taux, tu sais, rien de pas. C'est une anecdote cocasse, t'en profites dans ces journées-là. Tu fais tout, tu sais, des fois on passe par-dessus des renversés, des arbres renversés, des chablis partiels en particulier. Je fais exprès dans ce temps-là. Quand je sais qu'il y a l'autre, ma blonde est petite aussi, des fois, elle, passer par-dessus des arbres, c'est beaucoup plus long que moi. Fait que moi, je le lâche. Je saute l'autre bord, je demande là, mais c'est niaiseux à dire, mais c'est tous les guides qui ont guidé moindrement à la chasse à l'ornial le savent. Ceux qui suivent, là, les journées qui ne vendent pas, là, ils vont comprendre le monde. C'est bon, tu lâches la sauce, puis on arrête de bouger, puis les autres, ça n'a pas de bon sens. Ça s'imagine, là, tu montes une montagne, t'es soufflé, là, puis j'ai déjà vu une shot, ma blonde, elle rirait, c'était là. Le gars, lui, il était assez fragile, puis il avait des hauts le cœur avec ça, puis on mettait d'une côte, puis on pompait déjà, là, tu sais, c'est là 4 ans, peut-être 5 ans. C'est 2019, quoi, c'est ça. Écoute, moi, je marche d'un pas lent, je me poumonne pas à monter, mais ça reste que quand tu montes ton cardio. Puis là, t'es rendu une année, là, je faisais exprès, j'ai augmenté un petit peu le rythme, juste pour dire, moi, je suis capable, mais les autres en arrière, ils sont moins en forme que moi, ils pédalent. Là, ils sont à bout de souffle, là, t'en lâches un. Hey, là, tu sais, ils sont même, là, ils gossent, ça va trop loin. Hey, dans ce temps-là, je ris, je marche en avant, puis je pouffe de rire. Les autres en arrière sont là, c'est quoi? C'est parce que lui, il choisit son moment, puis là, moi, j'imagine les deux qui baissent leur bof au même moment, là, en arrière, à la bonne hauteur, en plus. Ça n'a pas de bon sens, là. Ah, ben, c'est ça, les plaisirs, hein, du plein air en groupe. C'est pas juste la chasse pure et simple, c'est toute cette dynamique-là qui est le fun, là. Est-ce qu'on se fait du fun? À la chasse, honnêtement, je pense que
c'est là, je pense, mes plus gros faux rires de tout l'univers. Tu sais, des fois. Tu sais, la chasse au dindon quand t'es deux dans une tente longtemps, ou ben un matin, que ça brosse pas, des odeurs, c'est pas grave. En tout cas. Surtout au dindon, pis là, tu sais, genre, t'as bu, je sais pas, de l'eau ou une Monster, nanana, le matin, là, pis là, t'as envie de pousser, tu pisses dans le coin de la tente, les émanations. À deux, c'est pas grave. Manque pas des asperges dans ce temps-là. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire merci à Chaloux de propulser encore ce podcast-là cette semaine. On boit une gourou, puis ça me rapporte à rappeler que là-bas, il n'y a pas juste de la bière, il y a aussi de la sans-alcool, il y a aussi des produits qu'on retrouve dans plusieurs dépanneurs. Épicés, sauce piquante en fait. Ouais. Ils ont des saucisses, des paquets, toutes sortes d'affaires. Il y a une petite section style épicerie, là, c'est une grosse accommodation, puis le plus gros réfrigérateur à bière à Québec. Charles, je veux savoir t'es qui, puis je veux faire apprendre aux gens t'es qui en arrière du chasseur, du guide, comment on dit ça, formateur, non? Formateur, ça se dit, de chasse en fait, parce que tu fais tous les gibiers confondus qu'il y a au Québec. Non, t'as peu. Ben, en termes de chasse. Non, moi je suis un gars de gros gibier. Tous les gibiers, c'est large. Tous les gros gibiers. C'est sûr qu'analyser un terrain pour la perdrix, c'est. Mais non, mais tu sais, oui, je fais les gros gibiers, mais les autres chasses, j'ai pas vraiment le temps, là. Ouais. C'est pas juste une question. C'est une question d'intérêt aussi. J'ai moins d'intérêt vers les petits gibiers. Si j'avais beaucoup d'intérêt, probablement, je ferais du petit gibier, je ferais moins de chevreuil ou moins d'orignal. Mais je suis trop maniaque de gros gibier pour mettre du temps sur les autres. Là. Mais dans ma tête, en disant ça, je m'imaginais tous les gros gibiers dans ma tête, mais c'est vrai qu'il y en a pas confondre. Je veux savoir, tu viens de quel coin, puis tu sais, ton parcours un petit peu, tes débuts, là, de où ça vient cette passion-là pour la chasse par la pêche, c'est quand la première fois que t'es allé, tu sais, de quelle façon? C'est qui t'a apporté à faire ça, tu sais, dans le fond? Ben moi, vraiment, je suis natif de la Rive-Sud de Montréal, Saint-Hubert. Je suis nomade à Saint-Hubert, en Montérégie. J'ai évolué là avec mes parents. Écoute, on a déménagé, j'avais 13 ans. Mais toute ma jeunesse, là, si on fait référence à cette époque-là, mes parents avaient un chalet à Saint-Jean-de-Mata, dans la Naudière. Ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à temps qu'on parte, on allait là régulièrement, voir pas toutes les fins de semaine. Mon père était policier et ses chiffres, mais on était là tout l'été, on était là beaucoup l'automne. Mon père est un chasseur. Mon père est un chasseur d'orignal et de chevreuil. Nullement maniaque comme moi. Là. Moi, je dis pas une classe à part dans le sens que c'est mieux, mais une autre catégorie, disons, plus intense. C'est pas nécessairement, c'est pas que mon père m'a amené à chasser, que ça m'a donné le goût, l'étincelle m'a été donnée par mon père et certains de mes oncles qui chassaient avec mon père ou de billets avec mon père. Et puis, mais ça, j'insiste sur un fait, pas besoin d'être venu au monde en campagne ou proche de la forêt pour être un maniaque. Parce que tu peux être un maniaque de hockey, tu peux être venu au monde à la Tuque, dans une région où il n'y a pratiquement pas beaucoup de hockey, comme tu peux être venu au monde à Montréal ou centre de ville de Québec, d'être un bon joueur de hockey. C'est dans nous, ça. C'est une question de passion à l'intérieur. Moi, du plus loin, je me souviens dans ma jeunesse, je voyais un trou d'eau, je voulais pêcher. J'étais en ville, j'étais en campagne, n'importe où, les fossés, c'était plus fort que moi. Je ne pensais que ça. On roulait en voiture, puis s'en allait au chalet, puis mettons, on traversait le fleuve par un pont, ou ben non, n'importe quel viaduc, puis il y avait un cours d'eau. Je me souviens d'avoir vu des poissons sauter dans ma jeunesse à partir de la fenêtre de l'auto. Ça, là, c'est dans nous. C'est un petit peu comme le titre de votre podcast, Sixième Sens. Ça se développe, le Sixième Sens, mais il y en a qui l'auront jamais, cette fièvre-là. C'est correct. Moi, après ça, écoute, j'ai déménagé à Trois-Rivières à l'âge de fin de mes 13 ans, l'été de mes 13 ans. Mes parents et mon père, ils ont décidé de s'en aller à Mauricie. Là, j'ai évolué un petit peu plus proche du milieu forestier parce que Trois-Rivières, contrairement à Saint-Hubert, malgré que dans ma jeunesse, c'était pas trop loin, était en milieu boisé, ben là, on trappait, j'avais des amis qui trappaient. On avait posé des pièges, les ratons laveurs, les siffleux, les lièvres, tout ça. Mais là, on tombait un petit peu plus dans un milieu. Les gens que je côtoyais à l'école, on sentait que c'était plus proche du milieu de la chasse. La Mauricie, c'est des chasseurs dans l'âme, chasseurs d'orignal surtout. C'est orignal, ça je partais. Là, j'ai été un petit peu plus influencé sur ce côté-là. Mais moi, j'ai pas eu... C'est pas nécessairement, je considère que c'était une chance. J'ai pas eu un père qui m'a amené au gros gibier en jeune âge. Parce que mon père, c'était pas un maniaque comme moi. Pendant une semaine de vacances par année avec les boys, ils s'en allaient 9 jours en avion à l'orignal. Ah ouais, en avion. En hydravion, dans ces années-là, ils voulaient avoir camp de prospecteurs, la vraie chasse, là. La vraie misère comme les gars du temps, les coureurs des bois. Sauf que ça, tu peux pas amener ton fils
à la fin de semaine, tu sais. Ouais. Tu prends l'avion à Saint-Michel-des-Saints, tu fais 1 heure de vol, puis plus tard, il partait de parents. Bref, c'était pas une chose qui pouvait être facile à mon père. Donc, je veux pas que j'y en veux. Il y en a d'autres qui ont un chalet ou un camp. Non, c'est ça. Ils peuvent rapidement, en plus jeune âge, initier leurs enfants, comme moi j'ai fait avec les miens. Ouais. Moi, j'ai fait d'autres choses avec les miens. Mais bref, moi, fait que là, je suis devenu chasseur de petits gibiers. Lentement, on tirait on a garnoté, moi et mes frères, au chalet. Garnoté. Tout jeune, écoute, il n'y a pas une arme qu'on n'a pas tirée. De la carabine à plomb, dans ma jeunesse, une boîte de 500 plombs, ça durait une journée et demie. Une fin de semaine, c'était fini. Là. Le sol autour du chalet, Saint-Jean-de-Mata, il est lourd. C'est du plomb. C'est pas un détecteur de métal là. Ensuite de ça, ben là, est arrivé l'adolescence, puis j'étais chasseur de petits gibiers. J'ai commencé le chevreuil à l'âge de 17 ans. Par mes propres moyens, j'étais allé en Outaouais. Puis c'est, tu sais, ces années-ci, les jeunes chasseurs ont beaucoup d'informations, ils ont beaucoup de... Même si le gibier n'est pas toujours le plus abondant, il n'est pas moins abondant qu'à mes débuts de chevreuil. À mes débuts de chevreuil, l'estrie, c'était un petit peu moins fort. Il fallait aller en Outaouais dans mon cas. Parce qu'on ne chassait pas à l'arc dans la zone 7. Moi, je ne savais pas commencer l'arc. J'étais allé en Outaouais, ça a pris plusieurs années d'en taper un chevreuil. Là. Premièrement, il n'y avait pas personne qui faisait ça, mettre des pommes. Ça commençait à peine cette mode-là. On va appeler ça une mode. Le monde, il chassait... méthode du temps, un peu plus de jugement à terrain, un peu plus de desserreurs, des battus. Des champs, essayer de les approcher, des trucs dans des champs, non. J'allais en Outaouais, les montagnes les grandes montagnes de feuilles, etc. Puis, graduellement, maintenant j'ai fait mes classes, j'ai appris, fini par tirer 1 ou 2 chevreuils. Puis, mais moi, de métier, je suis un charpentier menuisier. J'ai fait un cours en charpentier menuisier à Mauricie. J'ai travaillé 21 ans comme charpentier menuisier. C'est la construction résidentielle. J'ai fait pratiquement que du résidentiel. Ah ouais? Ouais. Fait que, été comme hiver, j'ai fait beaucoup d'heures. J'ai laissé une bonne partie de ma santé physique. Là, les charpentiers menuisiers, c'est encore dur aujourd'hui, mais dans notre temps, la CSST était beaucoup moins puissante. On avait beaucoup moins d'assurance. Puis... non, les assurances étaient là, sauf que c'était beaucoup moins protégé. Ouais, protégé. J'ai jamais connu ça, moi, m'attacher sur une couverture. C'est ça, c'était moins bien outillé. Même ces pentes d'eau, le peu de fois on avait des harnais, ils étaient dans la poche, sur le toit, à côté. Là, au cas que la CSST vienne, on va le sortir, faire semblant de s'attacher. Aujourd'hui, les chutes d'auteur sont beaucoup. En tout cas, on partira pas sur un débat de la CSST. Non, mais c'est clair, c'est des métiers qui sont durs sur le corps. Puis... durs sur le corps, tu prends des débarques, puis tu travailles énormément physiquement. Les murs déjà assemblés, moi j'ai vu arriver ça à la fin de ma carrière de charpentier menuisier. C'était moi qui assemblais, c'était nous autres qui assemblaient les murs. Là. Ouais. Fait que, bref, j'ai travaillé très fort là-dedans. Ça, j'ai fait ça 21 ans. Puis j'ai eu malheureusement un accident de travail. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai des lésions permanentes, hernie discale, etc. Qui m'a fait en sorte que en 2011, suite là, j'ai eu un accident, 2 ans et demi de processus de réhabilitation, pour sorte de patente avec la CSST. Là, il a fallu que je réoriente ma carrière. Là, j'avais déjà commencé depuis 2005 à guider, par exemple pour l'Orignal, pour 3 semaines par automne. T'sais, de toute façon, guider l'Orignal, à moins de guider sur une réserve faunique du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est les seules réserves fauniques où il y a de la chasse pendant 6, pratiquement 7, des fois c'est même pas 8 semaines. Le restant du temps, c'est des 2, 3 semaines. Certaines zones du Québec, tu peux dire 4 semaines. C'est tout le temps juste un job à temps partiel. Il n'y a personne qui gagne sa vie à guider la chasse à l'Orignal. Il n'y a personne qui gagne sa vie juste à guider peu importe lequel gros gibier. C'est impossible. C'est tout le temps, ça commence tout le temps graduellement. Mais au-delà de ça, comment je pourrais dire ça? Je voulais beaucoup développer aussi au niveau du chevreuil parce que j'avais une beaucoup d'intérêt à apprendre et à développer, à m'améliorer pour comprendre les chevreuils. Parce que ce que je me rendais compte, c'est que tout ce que je me faisais enseigner autour de moi, par ce que j'appelle des mentors, ça peut être ton père, un mentor, des amis, ça peut être du monde du milieu de la chasse, ça plafonnait vite. Là. Quand j'ai commencé à chasser à l'arc, les gars me disaient, mettons un tas de pommes, puis un stand à 20 pieds, pas 20, 17 pieds, puis attends. Et là, mon père s'était acheté une maison à Nicolet, dans la zone 7, en milieu agricole laitière. Puis dans ces années-là, dans ce coin-là, il y avait du très beau chevreuil, mais les chevreuils ne mangeaient pas les pommes.
Ouais, ben, chevreuil, c'est un des animaux les plus complexes, là, à moins que tu me dises le contraire. Non, t'as bien raison. T'es une des personnes, je pense, au Québec qui est le plus expérimenté là-dedans, puis t'en as sûrement encore à apprendre même là-dessus, sur le chevreuil, dans le sens. Oui. C'est sûr que. Si l'apprentissage continue, c'est fou comme animal. Ben, oui, effectivement. C'est ce que j'aime le plus de la chasse. Peu importe le gibier qu'on parlerait, l'apprentissage continue, tu l'as dit. Ouais. Parce que t'auras beau être un certain niveau, je me considère à un certain niveau, mais il n'y a pas de niveau top maximum. T'as jamais tout fait le tour, c'est impossible. Puis c'est pas nécessairement toujours parce que t'en connais plus que tu vas être meilleur chasseur. Tu vas juste plus comprendre l'animal. C'est ça qui est passionnant, du chevreuil et de l'orignal. Beaucoup plus facile étudier le chevreuil parce que c'est un animal plus proche des grands singes, plus proche donc de l'être humain. Mais c'est un animal beaucoup plus furtif. Puis moi, je le considère hypocrite. Il se faufile entre nous autres. Parce que l'orignal, lui, c'est un animal qui il se faufile pas entre l'être humain. Il se pousse l'être humain. À moins de l'étudier dans une grosse densité. Exemple, Boston-Gaspésie, il y a beaucoup plus de bêtes. Là, tu vas peut-être bouleverser un habitat, tu vas déranger les bêtes. Mais le lendemain, il va y en avoir d'autres dans l'environnement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais moi, j'aime dire que c'est 6 à 7 fois plus difficile récolter un chevreuil mature versus un orignal mature. En autant qu'on compare avec des comparables. Si tu mets un orignal mâle sur 10 km², un buck de 4,5 entre le 20 septembre et le 5 octobre, donne-moi 3 jours, il est mort. Mets-moi juste un milagre avec un buck de 4,5, un chevreuil, ça va me prendre une semaine, puis je te dirai jamais, c'est sûr, moi le tuer. Tu sais pas quand, puis c'est ça. C'est un animal. Ben, tu sais, écoute, c'est pas ça, mais c'est beaucoup plus rusé. C'est beaucoup plus méfiant. C'est beaucoup plus furtif. Ça s'ajuste rapidement. Puis il va passer 200 pieds au côté pour t'éviter. L'orignal, il passera pas 200 pieds au côté. Il va passer 2000 pieds au côté. Puis tu vas l'entendre. Mais tu vas l'entendre. Tu vas être capable de le faire réagir. Il est plus prévisible dans ses actions, mais il est pas plus prévisible dans ses patterns, nécessairement. C'est deux animaux vraiment différents. Ah, c'est fou, hein, que ça. Puis on va en parler d'ailleurs, là, je pense, dans la partie 2, beaucoup de chevreuil, là. Puis ça, j'ai hâte d'en entendre parler plus, là, en profondeur du comportement de ces choses-là. Puis là, il y a 2 revues sur la table. Tu écris. C'est toi qui écris aussi? Oui, ça, c'est pas des revues, c'est des livres. J'ai dit des revues. C'est des. Non, mais c'est correct. C'est juste pour être sûr que. Ça, dans le fond, là. Le livre qui est là, le orange, c'est le livre que j'ai écrit sur la chasse à l'orignal en 2016. Au Québec, je suis le seul écrivain sur la chasse qui a écrit plus d'un ouvrage technique sur un de nos gros gibiers. Je n'ai 4. Je n'ai un sur le chevreuil. Mon premier, qui s'appelait Le Chevreuil. La couverture était verte. J'avais écrit pour une maison d'édition qui ont fait faillite, qui ont détourné des fonds. Bref, ils ont floué tous les auteurs. Je ne rentrerai pas dans le vif. Oui, j'ai jamais été payé pour les droits d'auteur pour la première impression. J'ai été chercher le document. J'ai imprimé à mes frais le premier, le livre Le Chevreuil, à tant de copies. Je l'ai tout vendu. Éventuellement, je voulais en écrire un sur l'orignal. J'ai mis mes connaissances. Ce qu'il y a là-dedans, c'est mes connaissances. Il y a des choses que j'ai appris de partout. J'ai appris des choses en lecture. J'ai appris des choses en formation. Jamais je vais dénigrer ou je vais cacher que, exemple, j'ai été voir des formations, j'ai déjà vu Michel Breton en formation, j'ai déjà lu les livres de Michel, j'ai lu des articles de Michel Terrien, etc. Ce sont tous des gens qui peuvent avoir eu une influence sur moi, jamais je le cacherai. Au contraire, je trouve que ça donne de l'enrichissement ou ça donne de la crédibilité à des fois des choses que je dis. Il m'arrive même d'écrire des articles dans le Sentier Chasse-Pêche, de faire référence à Jason Tremblay, qui est pour moi une grande source d'inspiration, qui est un ami personnel aujourd'hui. Et même à Michel Breton, j'ai à l'occasion donné du crédit parce que je considère qu'on n'apprend pas. Il n'y a pas personne qui apprend tout de lui-même. Bref, en 2016, j'ai écrit mon livre sur la chasse à l'orignal. C'est ma perception de la chasse à l'orignal en 2016, mais on l'a dit tantôt, on apprend tout le temps. Mais c'est parce que le gibier aussi, il apprend, puis tu sais, genre, d'année en année, là, on le voit surtout que le dindon actuellement, là, le dindon, il devient de plus en plus âgé. C'est évolue, là. Puis l'orignal aussi, tu sais, l'orignal, je pense qu'on recule de genre, je sais pas, moi, 15 ans, personne faisait ça de la chasse active à l'orignal. Souvent, le monde était plus. Là, t'as quel âge? J'ai 25. Là, 15 ans, t'avais donc 10 ans. Ouais. Je chassais pas à 10 ans. Non, mais sauf qu'à 10 ans, ta perception de ce milieu-là n'était pas encore assez forte. Ça fait un bon 25 ans
que le monde font de la chasse fine fort. Ah ouais, ok. Ouais. Exemple, ce qui a starté c'est vraiment l'engouement, ok? Le premier qui a vraiment starté l'engouement de ça au Québec, c'est Normand Hott. Normand Hott, là, le premier texte qui moi j'ai lu de Normand Hott, je me souviens plus si c'est dans Aventure ou Sentier, parce que je sais qu'il y a eu des articles dans les deux. Okay. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 90-91 qui parlait là, de comment se comporter. C'est pas tout le monde qui faisait de la chasse fine à ce moment-là, mais genre, on a juste à penser à Michel Breton qui a commencé sa grosse vague de formation en salle autour de 2003, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper d'un an ou deux, ça peut être 2004 ou 2003 ou 2002, mais c'est là que ça a vraiment parti. Ah ouais. C'est là qu'est arrivée l'explosion d'Internet. Internet est arrivé en 94 ou 95 ou 16. Puis là, graduellement, le monde se sont mis tous à vouloir coacher les autres. Tu sais, aujourd'hui, on a juste à penser les réseaux sociaux. Ça nous fait tout plaisir d'aider quelqu'un. Ben oui. Toi, t'es à quelque part à la chasse, puis t'as trouvé un bon spot dans une radiophonique ou une pourvoirie, mais tu y vas pas cette année. Il y a une autre personne qui demande avez-vous des conseils, tu vas être content de l'aider. On est passé d'une génération de chasseurs, nos ancêtres, les bons chasseurs, ils fermaient le gueule, excusez l'expression. C'était comme des trappeurs. Aujourd'hui, on a une autre attitude qui est des fois pas nécessairement bonne pour toutes, mais on a une tendance à vouloir aider les gens. Ouais. C'est beaucoup plus simple, je pense, c'est beaucoup. Sauf que ça a un effet secondaire, on est rendu trop bon. C'est sûr, mais en même temps, pensez comment que ça fait évoluer, puis ça assure une certaine relève, puis ça fait que tous les gens. Oui, sauf que ça fait en sorte que, comme vous l'avez mentionné, moi je ne chasse pas le dindon, je le déteste même. Non, parce que je trouve ça trop difficile, j'ai pas assez de temps pour m'améliorer. Faudrait que je m'y mette, j'ai pas de temps à cette période-là de l'année, je fais des analyses de terrain qui me rapportent des montants par jour que je peux pas me priver. J'irai pas chasser le dindon. Non, c'est ton gagne-pain, là. À me lever de bonne heure quand c'est une période où je peux faire de l'argent. Fait que puis les peu de fois je me suis gardé des journées pour le faire, je n'ai trop tué des dindons par mes propres moyens, mais je n'ai beaucoup plus d'échecs par là. Je me suis rendu compte que faudrait que j'apprenne, faudrait que je me force, faudrait que je m'améliore. C'est encore un autre gibier à apprendre. Ça veut dire que de ce que je perçois en ce moment, c'est que t'es quelqu'un que, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être 100% investi dedans, puis là, ben, tu peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je me garde juste le jeudi ou le vendredi, parce que le samedi, je donne une formation, puis le dimanche. Là, maintenant, le lundi, il faudrait bien que je participe à des tâches un peu chez nous. Et là, le mardi, j'ai un autre contrat. Si tu te dindon, faut que tu te lèves de bonne heure. Après 2 jours, tu t'as rien de même. Là, ça tes légumes bien raides, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, encore là, pour moi, le dindon, ça serait vraiment un loisir qui me rapportera jamais de visibilité pour me faire vendre des cours, tu sais. Moi, le but de chasser le chevreuil beaucoup, c'est que le monde dit « Wow, il est hot! » Mais j'aime ça en crise aussi. J'imagine. C'est une drague, là. Non, mais plus je performe, ça attire l'attention. Le dindon, je vais vendre quoi que ça? Fait que un moment donné, tu mets ton temps où ça rapporte. Là. C'est ça. Fait que. C'est le fun de chasser le dindon pour la complexité de la chose, mais comme un coup que tu le récoltes, c'est rien qu'un esti de gros oiseau. Là. Si t'arrives à côté, t'es là. Wow. C'est ça. C'est pas si gros. C'est l'avant qui est le tripant. C'est un peu comme l'orignal. L'avant est beaucoup plus le fun que le moment de la shot. La shot est finie. Mais ça reste que. Moi, je les regarde aller, les gars de dindon. J'en connais des très bons. Je connais les meilleurs. Je dirais pas au Canada, mais j'en connais des solides au Québec, en tout cas. Puis c'est une flamme qui est là. Ça brûle, puis c'est de déjouer un animal. C'est pas la quantité de viande, la quantité de plumes qui est importante. C'est un peu comme un chevreuil. T'sais. Un chevreuil, moi je vais en Alberta, je vais en Manitoba aussi. Je mange pas, là. Je les donne tout en cadeau. J'en gaspille pas une livre. Je vais pas là pour de la viande. Je vais là pour le thrill. Vivre de quoi. Moi, j'aime ça comparer ça à aller dans le sud. Tu vas pas dans le sud pour ramener de la viande. Tu vas dans le sud pour vivre un voyage. C'est ça la chasse. C'est nous qu'on devrait le voir aussi. Là. Et puis le dindon, là, je fais juste une comparaison. C'est comment entre l'orignal et le chevreuil dans le sens vocalise tout ça. Puis le chevreuil, la vision de fou. Puis comment que c'est top de le faire venir à toi. Mais ce qu'il y a, c'est que ça sent rien, même. Mais je pense que le dindon a une bien meilleure vue qu'un chevreuil. À longue distance. À longue distance, je sais pas, là. Parce qu'on voit souvent des chevreuils de proche. Que si tu bouges pas pendant couple de minutes, secondes, des fois, là, dépendamment des cas, à un moment donné, il rebaisse sa garde. Le dindon, il baisse pas. J'en ai moi aussi, que je fais du stand, je fais des dindons. J'ai l'impression qu'il est extrêmement sensible au mouvement, mais qu'il voit pas bien clair. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il voit mes mouvements. Non, c'est ça. Mais genre, tu fais.
puis t'es dans la merde. Ça n'a pas le choix, c'est tellement inoffensif, man, tu sais, genre, fait que ça voit 275 degrés, là. Puis dès qu'il y a une infime chose qui bouge, là, ça doit être fait ça. Tu disais après ça, c'est je retourne chez nous, nanana, puis ça m'a fait penser, parlant de chez vous, autre que ton gars qui d'ailleurs, avec qui on s'est très bien entendu pendant le salon de Montréal, qu'on connaît, j'imagine, est-ce que t'as une famille, c'est quoi que tu fais dans la vie tous les jours? J'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un gars. Puis, là, je suis rendu grand-père 2 fois en plus. Nice. C'est le fun, ouais. Ah oui, c'est sûr que c'est une belle chose de la vie, puis je vois aussi que t'aimes vraiment cuisiner, je pense, souvent tu montes tes petites recettes. C'est pas que j'aime tant cuisiner, c'est qu'il faut cuisiner. C'est sûr. Donc, quand tu vis, moi je vis avec une femme fantastique, et il faut que tu fasses ta part, si tu veux bien manger, puis si tu veux qu'elle, à son tour, elle fasse sa part. Fait que j'aime plus ça qu'avant, je dirais. Moi, personnellement, j'aime les choses que je connais puis que je maîtrise dans la vie. Puis la cuisine, c'est une chose que j'ai pas faite beaucoup plus jeune, pour plusieurs raisons, mais aujourd'hui, j'aime un petit peu plus cuisiner parce qu'il y a des choses que je maîtrise plus, puis parce que je peux prendre souvent un petit peu de mieux manger. Parce que si tu prends pas le temps, c'est plate à dire, mais tu manges. Puis c'est niaiseux parce que des fois, je fais des comparatifs entre la chasse puis notre alimentation, puis les animaux qu'on chasse, on se casse la tête, puis on cherche toutes sortes d'éléments techniques ou spécifiques qui pourraient nous aider à les comprendre, mais ça tout revient à quoi? La nourriture. Manger. C'est un élément essentiel. J'en parle dans le livre sur la chasse à l'ornière, puis j'en parle dans celui-là. Celui-là, c'est mon 2e livre sur la chasse au chevreuil que j'ai écrit en 2019. J'avais beaucoup cheminé. La base de toute chasse, c'est la nourriture. Trouve la bouffe de ton gibier, tourne autour de ça. Dépendamment des temps de l'année, tu joues pré-rut ou pas de rut pantoute. Ben, l'être humain, nous autres, là, des fois, là, quand on s'arrête à penser à ça, pourquoi qu'on fait ça à soir? Parce qu'on est allumé. Pourquoi on est allumé? Parce qu'on veut faire de quoi qui attire l'attention ou on veut vendre de quoi? Pourquoi on veut vendre de quoi? Parce qu'il faut manger. Parce qu'on va avoir une paye au bout. C'est tout le temps ça. Tout repose sur la survie d'une espèce, c'est l'alimentation et le repos. Fait que quand dans le gibier, c'est la même maudite affaire. Tu veux trouver un être humain, entre 4h l'après-midi et 6h, va dans sa cuisine. Tu veux le trouver durant 8 heures de temps durant la nuit, il est où? Dans son lit. Quand tu t'arrêtes à ça, tu dis, ouais, ça ressemble drôlement à mon animal. On n'est pas différent. On a juste beaucoup plus de moyens. Plus complexe. Mais non, on n'est pas plus complexe. On a plus d'outils. Juste en pensant aux moyens de communication, on a tout un téléphone cellulaire pour communiquer. Ça doit s'arranger. C'est rendu grave aujourd'hui. Vous autres, vous êtes plus jeunes que moi, mais moi, j'y vais arriver ça. Quand t'es jeune, on dit, un jour, on va se parler, on va se voir dans le téléphone. Ça, c'est notre spécial. Aujourd'hui, j'ai pas 80. Aujourd'hui, on se voit dans le téléphone. C'est capoté, pareil, là. Puis, j'ai vu une story de toi aujourd'hui au gym, genre, même, puis je pense que ça fait pas longtemps, là, comme 4 heures, fait que tu t'entraînes aussi, je me dis, tu fais du sport. Moi, aussitôt que je finis ma saison de chasse, cette année, j'ai fini le 4 décembre au Manitoba. Le 5 décembre, je suis au gym. Je m'entraîne jusqu'à ce que je recommence à marcher les terrains de règle générale vers la mi-avril dans ma région. Parce que je veux garder une bonne masse musculaire puis c'est des tâches physiques à faire. Puis je veux garder un bon cardio parce que je suis vieillissant. Puis moi, les montagnes, je veux continuer à les monter le plus longtemps possible. C'est ça, je parlais pour dire, quand tu montes pas des montagnes, tu montes des tapis roulants, des marches, des haltères, tu te gardes en shape. Exact. Hey, les boys, je veux pas vous couper personne, mais c'est déjà l'heure d'aller prendre une pause. C'était déjà une trentaine de minutes déjà. Fait ça va vite, hein? Petite pause, on reset nos affaires, puis on start ça après. Yes, restez là, on parle de chevreuil juste après la pause. Là, de quoi on parle? On parle d'un sujet que moi, personnellement, ma chasse, c'est vraiment le chevreuil. Là. Je suis un chasseur de chevreuil avant tout, là, que ce soit la pêche, la chasse confondue. Puis j'avais hâte de vraiment en parler. Charles, je veux savoir, première des choses, là, comment toi tu chasses le chevreuil? C'est une question qui est vaste, hein? Comment tu chasses le chevreuil? Intensément. Ça, c'est une des choses. Puis, j'étudie énormément. J'étudie le gibier, le terrain. Beaucoup. C'est le terrain, parce que le chevreuil, c'est le même partout. Là. Il va comporter un petit peu différemment en milieu agricole ou forestier, mais je vais étudier le terrain parce que je les pogne à peu près toutes de la même façon.
c'est compliqué puis ça ne l'est pas en même temps, là. Mais le nerf de la guerre, c'est de comprendre le terrain, comprendre comment se déplacent tes chevreuils sur un terrain, puis de savoir où mettre du temps pour attendre ton chevreuil. Ouais, de trouver le X à la carte, est-ce que c'est là qu'il faut t'attendre pour qu'il passe à l'heure que toi tu veux, tu sais? À l'heure que toi tu veux, non. Non? Ou à l'heure qu'aller le prendre à que lui passe à un moment donné. Okay. C'est ça. Fait que tu peux attendre pendant 12 heures sur un arbre puis... je le fais à tous les ans. À tous les ans? Très rarement parce que je dis un chiffre fictif. Dans les périodes qu'on chasse beaucoup de chevreuil, on n'a pas 12 heures d'ensoleillement. Ouais, c'est ça. C'est des moyennes. En particulier, si on parle du mois de novembre, là, durant les saisons de chasse à l'arme à feu, c'est du 9h max, 8h30 des fois même. Si on parle du mois d'octobre, quand tu chasses un chevreuil mi-octobre, là, tu frôles le 10h, 10h30. Ouais. Mais moi, je suis un gars, une expression en anglais qui dit tree hugger. Je pogne un arbre, puis je le garde. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça va dépendre des saisons. T'sais, si on chasse le chevreuil justement en octobre, dans le pré-rut ou même avant le pré-rut, je vais sûrement me permettre une pause entre les deux pour aller fouiller. Entre la pause du matin et la pause du soir. Mais du moment qu'on parle pré-rut bien installé, début novembre, jusqu'à fin du mois de novembre ou à la fin de la période de chasse que j'ai le droit, je monte en noirceur, je descends en noirceur. Puis ça paye. Ça paye quand tu es à la bonne place. Mais c'est ce que les gens, pas négligent, mais c'est souvent ce que les gens sous-estiment, c'est la capacité de... Pas la capacité, mais je cherche comment bien l'exprimer. Qu'est-ce qui peut rapporter de plus? C'est le temps. Parce que énormément de chasseurs se tirent dans le pied en pensant qu'ils vont déjouer leur chevreuil, mais ils chassent dans des périodes que le chevreuil n'est pas prévisible. Période de rut. Ou ça, tu parles de chasse à carabine au Québec en particulier, tu es dans le rut. Dans le rut, essaye pas de le patterner. Ça se patterne pas un chevreuil en full rut. Tu peux prévoir un petit peu plus par où il peut passer avec s'il y a des corridors, où il y a des signes. Mais il va-tu passer lundi, mardi, jeudi, dans la nuit, dans le jour? Tu le sais pas. Ouais, c'est ça. Tu le sais pas, ça, parce que tu sais pas ce qu'il va avoir fait ailleurs. Combien de temps qu'il peut s'être enfargé avec une autre femelle à 3 km de ta place. C'est comment moi je le chasse, c'est vaste, là, tu sais, c'est très vague, mais c'est de connaître son terrain. Puis ma grande force, là, j'élabore quasiment sans que tu poses la question. J'ai une facilité avec le chevreuil. C'est l'animal que j'ai maîtrisé, disons, la chasse beaucoup plus rapidement que l'orignal. L'orignal, c'est plus tard parce que je côtoie beaucoup plus facilement des chevreuils. C'est la confiance en moi. Quand j'y crois, quand je trouve quelque chose, quand je trouve les signes sont là, le terrain, le relief, tout est là, je vais monter dans un stand jour après jour, fret, pas fret, vent, pas vent. Je sais que ça va finir par payer. Même si tu vois rien, mettons? Même si je vois rien. Je sais que ça va payer. Quand t'es où ce qu'il faut, puis qu'à un moment donné, il va passer. T'as tout le temps cette petite crise de feeling-là de te dire, genre, c'est assuré qu'il passe quand, je sais pas, mais il va passer. Assuré, non. Faut que tu sois prêt toujours à te dire qu'à un moment donné, ça dépend du délai que t'as. Tu sais, quand on parle de chevreuil, souvent, moi, je discute beaucoup de chasseurs ici qui ont juste 2 jours, une fin de semaine. C'est très dur. Oui, c'est très dur parce que moi, je compare ça à aller un petit peu à la salle d'attente pour un mal de gorge qui persiste. Tu fais 18 heures d'attente parce que l'infirmier t'a classé rang 5, parce que c'est pas énorme ton affaire. Après 18 heures, tu pognes les nerfs parce que t'es tanné d'attendre, puis au système à Lego à marde, tu crées son camp. Il allait t'appeler dans 5 minutes. Il allait t'appeler peut-être dans 5 minutes. Mais là, 3 jours après, l'infection s'est mise dedans, la fièvre. Quand tu reviens à l'hôpital, t'es pas à la 18e heure d'attente, tu retombes à 1. Hein? Ça fait 4 fois qu'il passe pendant que t'es pas là. Puis on essaie des fois, ce que moi j'ai compris, parce que je l'ai fait essai-erreur en masse, on essaie de les comprendre beaucoup plus qu'on devrait, les chevreuils. Puis là, on essaie de les anticiper en période de rut. On essaie de plusieurs endroits différents, mais ils se faufilent au travers de nous autres sans qu'ils sachent qu'on est là. Quand tu décides de prendre un emplacement, tu dis, à un moment donné, il va passer ici parce que tous les signes que je cherche sont ici. Quand? Je ne sais pas. Mais des places comme ça où il va passer un moment donné, assurément, mais qu'on ne peut pas déterminer quand, dans son domaine vital, il y en a peut-être 100. Faut t'en prendre une, faut t'en découvrir une, puis tu l'attends. C'est ça. Si tu décides de quitter, à la seconde où tu quittes, toutes tes chances sont parties. À moins qu'il n'y ait plus de signes dans l'environnement. Là, on y va d'une façon vraiment sommaire, mais parce que j'ai réalisé, à un moment donné,
au Québec, on a beaucoup de chasseurs. Moi, j'ai fait énormément de terrain, d'analyse de terrain pour des clients qui ont des petits terrains. 30 acres, 40 acres, 50 acres. 100 acres, c'est des fois un grand terrain pour bien des chasseurs. Ouais, c'est dur de trouver des terrains de nos jours aussi. Bon, mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours de l'erreur d'espoir, c'est que si tu chasses un terrain de 20 acres, mais tu es à bonne place ton terrain de 20 acres, ton terrain de 20 acres, dans le domaine vital d'un ou des mâles du secteur, de 2500 acres, qui est à peu près le domaine vital des mâles, ils passent là de temps en temps. Si tu es à ta bonne place et patient, ça se peut que tu aies plus de résultats que ton voisin qui a un 400 arbres, mais que lui, il est mal positionné. C'est fou, là. Tu peux avoir un 300 pieds carrés, mais tu es dans le prime spot. Parce qu'au final, quand tu es sur un tree stand ou à terre, peu importe, en général, si tu chasses un bon coureur à chevreuil, tu as une visibilité à peu près de 200 pieds par 200 pieds. Que tu sois sur 10 000 acres, ou 100 acres, ou 50 acres, tu vois la même surface en pieds carrés à peu près. Moi, je surveille un champ. Il y a des réalités qui sont vraiment particulièrement plus faciles. Ils sont d'autres. Il y a des gens que je connais qui ont des terrains qui sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus de chevreuil, meilleur ratio, des zones avec le RTLB, la 6, qui ont bien plus de chance là que dans la zone 5 Ouest, exemple. Ça, c'est sûr. Puis il faut toujours se placer des objectifs en fonction de ce que le terrain peut t'offrir. S'il n'y a pas de 10 points dans ton secteur, rêve pas un 10 points, tu n'en tueras pas. Non, c'est rare des 10 points. En réalité, le problème qu'on a, c'est qu'au Québec, la génétique qu'on a, à la base même, si ma mémoire est bonne, le pourcentage de mâles qui vont faire des 10 points, si on le temps de s'exprimer, c'est 10%. Ah ouais! C'est avant en Alberta, Saskatchewan. Parce qu'on parle de ça parce que cette année, il a récolté un gros 10 mature. Lui, Si on va en Alberta et en Saskatchewan, c'est 50%. 50%? Ouais. Fait qu'à 2 ans et demi, un 10 points, c'est pas rare. Ben oui, même au Québec. Au Québec, de toute façon, on a déjà récolté notre terre. Ce que je peux te dire, c'est qu'au Québec, beaucoup de chasseurs sous-estiment l'âge des mâles qu'ils récoltent parce qu'il y a tellement peu de potentiel que les gens, aussitôt qu'ils voient une petite couronne, pour eux autres, c'est plus vieux qu'ils l'est des fois. Il n'y a pas juste des spikes, il y a un ennemi. Là. Mais on ne rentrera pas loin là-dedans parce que ça serait difficile de convaincre certaines personnes. Puis il y en a des fois qui ne nous croient pas, mais tu peux pas tuer des 10 points avec régularité au Québec si tu n'as pas un terrain exceptionnel. Pour la simple raison que biologiquement, il y a 10% qui viennent au monde à naissance pour faire des 10. Ben, j'ai goût de poser 2000 questions à chaque chose qu'on dit, mais ça me fait penser, là, ça c'est un petit 8 qu'il y a juste là. Toi, tu l'estimes à quel âge? 2 ans et demi. C'est ça, moi, je me dis ça. 2 ans et demi, 3 et demi jeunes, ouais. C'est sûr que 3. Non, c'est pas un 3 et demi, ça. 2 ans et demi? Ça, c'est la grosseur des meringues qui te fait dire ça. Ça, je gagerais. Je mettrais ma main dans le feu que c'est un bug de 2 ans et demi. Mais il aurait pu très bien avoir un 10 points, là. Ah ouais. C'est clair, ben oui. Mais c'est un jeune, c'est un petit 8. Il aurait fait un 8 toute sa vie, lui. La génétique, en général, à 2 ans et demi, il y a pas mal son nombre de pointes. Ça peut varier de 1, tu sais. Mais si c'était pour faire un 10, il y aurait eu 10 points à 2 ans et demi. Puis à 3 ans et demi, il y aurait eu encore 10 points? Oui. Puis à 4 ans et demi aussi? Oui, sauf que là, il va y avoir plus de masse, plus de longueur. C'est ça, ok, plus il va y avoir plus de tout, mais il va y avoir 10 points pareil. Des fois, il va s'ajouter un petit kicker, une qui va changer. Non, pas nécessairement une drop, mais tu sais, un sticker point, là. Par exemple, une deuxième G1 qui pousse croche ou exact, ou une base, tu sais, différente, là. Mais en général, à 2 ans et demi, tu as une bonne idée qu'est-ce qu'il va avoir de l'air ton chevreuil. Puis il va rester de même. Ben, c'est pour ça qu'à amener, il y a certains chevreuils que tu vois tout le temps sur tes caméras de chasse. Ben oui, c'est ça. Parce que tu vois, même panache, mais un petit peu plus gros. Puis les gens les reconnaissent tous leurs chevreuils aujourd'hui. Tous ceux qui ont plusieurs caméras ou qui chassent dans le même territoire annuellement, la plupart reconnaissent leurs chevreuils. C'est ce qui rend l'activité encore plus intéressante aussi. Là. Quand tu surveilles puis que tu entretiens tes spots puis que tu checkes tout, tu fais le tri de ce que tu as comme bite, justement, tu es capable de les reconnaître facilement. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité? Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui chassent de cette façon-là, puis c'est correct aussi, là, côté petit territoire, puis ces choses-là. Moi, j'entretiens mon spot, je nourris les bedaines des femelles des veaux, puis un buck va sortir à un moment donné. Tu penses quoi de cette mentalité-là? Ben, moi, j'appelle ça une micro-technique. Okay? L'apportage, c'est une micro-technique. Ce que je déplore, c'est que les gens d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chasseurs qui ne font que ça. Autrement dit, ça se compare si tu vas à la pêche à la truite mouchetée, puis tu as toujours la même troll, toujours la même vitesse, toujours la même longueur d'hameçon. Mais quand tu arrives en canicule, ça ne va plus.
parce qu'elle est plus profonde. Ce que je déplore, ce que je trouve triste, c'est que les chasseurs ne s'ajustent pas et apprécient pas leur chasse à la valeur qu'ils pourraient le faire. Ouais. Et donc, ils conditionnent énormément les chevreuils. Puis le chevreuil, lui, a une capacité d'adaptation incroyable. Après l'ouverture, la journée de l'ouverture, il y a 4 ans. Avant l'ouverture, il y a environ 75% des chevreuils qui occasionnellement font des sorties de jour aux appâts. Une fois l'ouverture est finie, le lendemain matin, puis des fois même le soir même, il reste 10% des chevreuils qui font des gaffes. C'est bon. Ils se sont pas tous fait tirer dessus. C'est juste une question, ils ressentent ce qui se passe dans l'environnement. Ce que je déplore, que je trouve triste, c'est que les gens se privent d'une qualité de chasse qui est différente. Tu vas voir des fois moins de chevreuils, tu vas des fois voir des sujets différents, tu vas devoir travailler un petit peu plus pour chasser en retrait, mais tu as des chances d'avoir des sujets qui sont plus âgés. Fait que ce que je pense de ça, je pense que le mode de la vie aujourd'hui, en général, les gens, la facilité et l'effort font en sorte que les gens, ils vont toujours pour la facilité. Pensant que mettre plus d'appât, avoir plus de chevreuils, c'est vraiment... C'est un peu contradictoire avec ce que la nature leur fait faire aux chevreuils. Fait que, ce que j'en pense, moi, personnellement, je serais pour l'abolition de l'appâtage. Crois-tu que ça va arriver prochainement? Non, je crois pas que ça va arriver. Pour plusieurs raisons, mais c'est surtout l'économie, puis c'est pour ça. C'est maintenir une quantité de vente de permis. Notre gestion de chevreuil est très malade au Québec, puis tout ce qui est important pour nos gestionnaires, à cause du lobbying, c'est la vente de permis, pour maintenir les cheptels les plus bas possibles à cause d'accidents de la route, l'UPA avec les récoltes, les récoltes, les bris dans les récoltes, dans les cultures, excusez. Mais non, on ne fera jamais ça parce que t'enlèves l'appâtage, il y a un bon pourcentage, voire 40% peut-être des chasseurs de chevreuil qui arrêteraient de chasser. Mais par contre, l'appâtage puis cette méthode de chasse-là est souvent due à si moi je descends de mon arbre puis je marche pendant 4 minutes, je suis rendu dans la cage du gars qui chasse avec moi sur le même territoire parce que il y a tellement peu de territoire disponible pour le nombre de chasseurs, tu sais. Fait que souvent, c'est pour ça aussi. Penses-tu que l'avenir, mettons, parce que tu sais, en octobre, moi je trouve que c'est une belle façon de chasser à l'appâtage, mais penses-tu que l'avenir va au champ nourricier? Non. Que ce soit un champ nourricier ou un appâtage, tout site de nourricier primaire. C'est quoi un site de nourricier primaire? C'est le premier endroit que le chevreuil va aller quand il a faim. Donc, s'il passe 3 heures couchant l'après-midi, où il va aller au coucher de soleil, c'est soit dans ton site nourricier qui est un champ nourricier ou dans ton site d'appâtage. Un site nourricier primaire, c'est l'endroit où, depuis que le chevreuil est au monde, il ressent le plus de présence de prédateurs. Un prédateur, qu'est-ce qu'il fait quand il va chasser? Nous autres, qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? On se tourne autour du frigidaire, je l'ai mentionné tantôt. Le 2 heures de temps en cuisine, OK? Après ça, on va se coucher. Le chevreuil, lui, qui se trouve en Alberta, au Québec, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, à quel endroit vous pensez qu'il sent le plus de prédateurs dans son environnement? C'est proche de ses sites nourriciers primaires. Parce que le chevreuil n'a pas le choix d'aller là. Ils sont pas capables d'attendre là. Il patrouille là. Fait que de nature, sans même que le chevreuil ait vu le jour encore, le prochain chevreuil qui va venir au monde, ça va être inculqué dans son système que proche de la bouffe, mais c'est toi. Donc, l'avenir, l'avantage des champs nourriciers, tu sais, je fais du coq à l'âne. L'avantage, je trouve, c'est une source de nourriture qui est saine pour le chevreuil. Contrairement à l'appâtage massif de carottes, qui n'est pas tellement bon pour la santé du chevreuil, surtout pas avant l'hiver, mais qui est encouragé par l'économie, etc. Ça rend même des chevreuils en diarrhée. La pomme un petit peu moins pire, mais ce que ça fait de dommageable beaucoup dans un environnement, c'est que ça change les patterns routiniers des chevreuils. Ça rend les chevreuils que c'est une nécessité pour eux d'aller manger de cette bouffe-là, quoi. Oui et non, c'est que ça devient une nourriture tellement facile qu'ils changent leur habitude. Mais en changeant leur habitude, le chasseur qui, lui, il veut chasser au naturel, il se bute à une réalité différente. Faut que t'apprennes à chasser en fonction de la réalité immédiate. Ça, puis quand après, le gars qui apporte pendant juste 2-3 semaines, 1 mois, quand il arrête d'un coup sec, mais là, j'aurais de se réhabituer à d'autres choses. Oui, mais la saison de chasse coïncide, avec une période où c'est pas dramatique d'arrêter de nourrir le chevreuil. Exception faite d'un hiver précoce qui arrive en fin novembre. Puis là, le chevreuil, il mange une bonne claque puis il chante. Mais ça,
ce bout-là, c'est discutable parce que il y a une capacité d'adaptation incroyable, les chevreuils, puis ils vont s'en aller en revanche de toute façon, puis il faut qu'il y en meure une quantité X à chaque hiver. Ça fait partie de la nature. Il faut qu'il y ait un tri qui se fasse. Ou ce que moi, je trouve ça triste, c'est que l'appâtage, c'est ce qui fait le plus de dégâts au niveau des strates de mâles. Ça favorise les récoltes de jeunes spécimens. Donc, qu'est-ce qu'on récolte? Parce que si on prend un chevreuil mâle d'1 an et demi, un spike, un vrai spike, un beau spike en santé, versus un mâle de 3 ans et demi, dans un milieu naturel, sans appâtage, un comme l'autre est aussi dur à récolter. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes modes de vie. On ne fait pas exception du rut, là. Ils ont les mêmes modes de vie, puis il y a tous ses sens ton spike dans son environnement. Le problème, c'est que ton spike, il est plus facile à venir, vulnérable à venir aux appâtages parce qu'il est en croissance musculo-squelettique. Donc, il a toujours faim comme un adolescent qui est en poussée de croissance. Donc, il fait beaucoup d'allers-retours, puis il vient plus tôt. Mais quand tu chasses dans son environnement naturel, il est aussi dur à récolter que le 3 ans et demi. Ce qui fait qu'on en tire plus, c'est parce qu'il y en a beaucoup plus que les 3 ans et demi. Autrement dit, t'es après dire, mettons, que le spike, c'est pas nécessairement qu'il est plus naïf, c'est juste qu'il a besoin de plus manger. Mais autrement dit, c'est dans leur gène d'être tout le temps craintif, mais ils n'ont pas le choix de se mettre à disposition où est-ce qu'ils sont plus en danger. Exactement. Ton spike, là, ton buck d'un an et demi, là, il sait que t'es là. Mais lui, il n'a pas le réflexe du buck de 3 ans et demi, qui est un petit peu plus aguerri, qui est plus sage, de dire je vais attendre. Je vais attendre qu'il fasse noir. Il sait que t'es là, il n'aime pas ça. Puis il va y aller pareil, puis là, il se fait flinguer. Plus jeune. En tout cas, si on y va dans le même optique, quand on était, mettons, quand on avait 17-18 ans, on prenait encore plus de risques aujourd'hui. Quand on allait au McDo, on mangeait pas mal plus que quand on est aujourd'hui, puis on mange plus tôt parce qu'on a encore plus faim, souvent parce qu'on grandit. C'est le même principe. Mais j'aurais cru que c'est parce qu'il était plus naïf, puis la sagesse amenait une certaine expérience de faire attention de ne pas sortir le jour, de les odeurs, nanana. L'expérience. C'est pire que ça même. Tu sais, le questionnement est bon, là. OK, la sagesse ou le degré de méfiance. Mais, admettons, là, t'es affamé. Tu vas ramper, tu vas prendre des chances pour aller manger. Si t'es pas affamé, parce que t'as une meilleure capacité, t'es pas en croissance musculo-squelettique ou en poussée de croissance chez l'être humain, on va attendre encore un peu, il fait passer nous. Tandis que le buck d'un an et demi, des fois même des 2 ans et demi, ils ont faim. Qu'est-ce qui fait en sorte, m'a poussé un petit peu la réflexion, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit beaucoup de biches aux appâts? C'est les veaux. Exact, les veaux parce font que les veaux, une femelle adulte seule, elle arrive au set d'appâtage, elle te détecte, c'est tout le temps même ça. pas. Tandis qu'un veau arrive tout seul. Au bout de 10 minutes, tu vas arriver à la mer tranquillement. Mais c'est parce que la mer, elle a bloqué, elle a 250 pieds après. C'est toujours ça. Elle a tapé de la patte. Le veau passait de lui, parce que ça fait 3 semaines qu'il vient manger des pommes. On dit, au bout de 20 minutes, 15 minutes, la mère, elle se dit, ben, il est pas dangereux, le gars dans l'arbre, là. Elle compare à l'autre gars l'hiver qui bûche, ou le gars qui nourrit. L'activité parce qu'on n'a pas tiré sur ces 2 veaux que ça fait une demi-heure qu'elle regarde manger. Exact. On les voit, les veaux, ils arrivent à la course, à le nez des airs, puis la femelle arrive 10 minutes après. Puis là, si t'es dans une zone qui a pas mal de femelles, 10 minutes après, il arrive 2 biches adultes ensemble qui voient les 3 chevreuils déjà installés. Tout est beau, ils vont. Enlève la mère avec les 2 veaux, les 2 biches adultes qui arrivent, on s'en va. C'est dans dit long, là. C'est toute une question. Mais pourquoi les femelles avec les veaux sortent plutôt au champ? Parce qu'ils ont trop faim, parce que les veaux tirent du jus, fait que ça tire beaucoup de nutriments, fait qu'ils ont besoin de manger plus qu'un mâle adulte. Le mâle adulte, il est assis sur son steak. Il va y aller quand ça va me tenter. Le pire, c'est qu'il est pas loin, là. Ben, des fois oui, des fois non. Mais faut jamais généraliser. Il peut être très proche, mais caché à bonne place. Il est juste à 300-400 pieds, puis il monte de rire. Puis le monde puis au-delà de, tu sais, parce que je juge pas ni l'utilisateur d'appâtage, ni la méthode. Moi, les gens, ils chasseront bien comme ils voudront. Moi, je considère ça même plus sportif, la chasse à battu, comme dans le temps, dans les montagnes, parce que les gens, ils marchaient, ils faisaient de l'activité, ils partageaient des recherches ensemble, ils faisaient des tracks incroyables. La chasse à l'appât, ça se résume à déposer des appâts, puis ça c'est. Moi, je suis un chasseur d'affût, je suis un chasseur de Tristan. C'est beaucoup moins sportif. Si on parle de sport, on s'entend que c'est de l'activité en principe. Le plein air, bouger avec des amis, feu de camp le midi, mais la chasse de l'honneur, comme moi je fais d'un arbre, c'est d'une chasse sportive, c'est un défi, c'est souvent le combat, mais ça se compare pas avec la chasse à battu. Mais juste pour terminer, clore un peu
Ouais. L'apportage, ce qui m'attriste le plus, c'est que quand je discute avec des chasseurs de chevreuils, les gens qui viennent à mes formations en particulier, je me rends compte que le schéma d'apprentissage qu'ils ont du chevreuil se dessine autour de l'apportage. S'ils voient 100 pieds vers 125, c'est tout ce qu'ils connaissent. Parce que aussitôt que tu quittes le périmètre de l'apportage, c'est un autre bête. Puis elle est bien moins dur à chasser qu'on le pense. Il s'agit juste d'être patient au bon endroit. Ah, c'est clair. Contrairement à un apportage. On parlait d'apportage, excuse, là, les gars. Je capote bien raide. Il y a une autre affaire que je veux parler parce qu'on adore chasser sur des faux grattages avec des frottages, faire des lignes d'odeur, puis chasser justement pas d'appât pour les bocs dans le temps du mois de novembre parce que sûrement que toi aussi tu dis ça un peu, le boc ou le chevreuil. Ça se chasse dans le mois de novembre. C'est ça, tu sais, dans le sens, ça chasse pas juste au mois de novembre, mais c'est le thrill, le fun. Comment, tu sais, première des choses, comment tu chasses sur des faux grattages, puis peux-tu parler un peu de les habitudes d'un chevreuil quand il fait sa ligne de gratter, comment que ça fonctionne, tu sais, je veux dire, les bocs... Ben là, comment est-ce que les bocs fonctionnent avec leur grattage puis les faux grattages, c'est deux choses vraiment différentes. Pourquoi on fait des faux grattages? On pourrait répondre à celle-là en premier. On fait des faux grattages, c'est pas compliqué, c'est pour essayer de conditionner des chevreuils à venir à un endroit précis dans le but de soit les récolter ou les faire passer par une passe qui va me faire les récolter. Provoquer? Non, foutaise. Si tu provoques, ça ne provoque pas un chevreuil. C'est des écoles de pensée, c'est des choses, des mythes et croyances populaires qui sont véhiculés pour diverses raisons. Mais le rendre curieux, peut-être, je sais pas. Non, oui, curieux, oui. Mais pourquoi pour comprendre ça, l'aspect des grattages, il faut partir du départ. Pourquoi qu'un chevreuil gratte? C'est pour faire sortir l'odeur de terre noire qui flotte dans l'air pour attirer les congénères. Okay? Le faire sortir au niveau olfactif et visuel. Dans le but d'attirer les congénères aux branches basses qui sont là. Les branches basses servent à quoi? Déposer des odeurs qui viennent des glandes frontales particulièrement. Scientifiquement, c'était démontré que c'est les glandes frontales qui véhiculent, qui déposent les odeurs, qui vont rester en place le plus longtemps. Ceci étant dit, le chevreuil qui fait un grattage, moi j'aime ça comparer ça à une autre branche basse, OK? Dans l'environnement, là, vous avez déjà remarqué, tu chasses-tu le chevreuil? Oui, ben j'ai commencé cette année en fait. Toi, tu le chasses aussi? Je sais que toi, tu le chasses, OK? Souvent, vous avez remarqué, vous faites du stand, puis il y a du chevreuil qui marche, puis à un moment donné, il touche à des branches. Puis des fois, il se frotte. Puis il n'y a pas un grattage sur place. Eux autres, dans leur environnement, dans leur domaine vital, il y a un paquet de branches de même, que quand ils touchent, ils déposent des molécules. Puis une molécule provenant d'une glande frontale peut durer jusqu'à 10 jours sur une branche sec. 10 jours, même s'il mouille, même s'il vente, même s'il neige. Dans cette odeur-là, l'autre chevreuil qui part, ou les autres chevreuils sont capables de déterminer l'âge de la bête, son tempérament, les rangs sociaux. C'est fort. C'est incroyable. Donc, c'est de la communication. Dans un environnement donné, exemple, juste pour vous faire une image à quel point c'est fort, tu prendrais un chevreuil d'un enclos, tu le captures, tu le déménages de 100 km, tu le donnes d'un autre boisé. Il va se calmer, là. En premier, il va être bien affolé. Puis le lendemain, quand il va être calmé, là, il va savoir de quoi a l'air le coin ici, le nombre de chevreuils. Parce que les odeurs sont répandues. Il communique beaucoup par l'odeur. Mais le grattage, lui, où ce que ça m'amène, c'est que le grattage, la différence, c'est que c'est un endroit beaucoup plus important dans leur vie. C'est le cheminement vers l'accouplement, le suivi des populations. Au lieu que ça soit une branche au hasard, qui peut peut-être ne pas être sentie par un autre chevreuil, parce qu'il y en a plusieurs branches. Celle-là, les amis, c'est une borne. Ici, c'est comme une sirène. Il dit ici, viens là. Moi, j'ai mis mon odeur, mets la tienne, puis tout le monde, s'il vous plaît, mettez votre odeur, qu'on suive la population. C'est ça un grattage. Puis éventuellement, quand le pré-route embarque, l'intensité monte, puis là, les odeurs augmentent parce que les sécrétions hormonales augmentent. Puis là, éventuellement, il y a de l'excitation et tout ça. Puis là, tu sais, si tu veux parler, c'est quoi une ligne de grattage, comment, faux grattage, etc., fallait comprendre ça avant. Parce que si on te vend l'idée ou on te propose l'idée de faire des faux grattages, puis tu comprends pas ça, t'es pas à même de comprendre à quel endroit tu le fais ce maudit faux grattage. C'est parce qu'à peu près n'importe où il y a du chevreuil dans son environnement, si tu fais un faux grattage, en général, peut-être à 80% du temps, le lendemain, tu vas passer à avoir des traces dedans. C'est curieux. C'est exact. Mais il y a des grattages qui sont faits, il y a des faux grattages qu'on peut faire à des endroits qui vont être répétés
et éventuellement rouvert par les chevreuils eux autres mêmes. Ouais. Ceux-là, ils deviennent des bombes là, pour la chasse. Ouais. Ça, c'est un grattage que tu peux chasser. Ouais, il y en a qui fonctionnent zéro, il y en a qui fonctionnent en C'est parce que tu n'as pas la capacité d'un chevreuil que lui, instinctivement, il sait où le faire. Ben oui. Il se pose pas de question. Il faut absolument que ça soit à la bonne place. Nous autres, on doit se poser la question. C'est quoi les éléments? C'est ça que j'enseigne dans mes formations. Qu'est-ce que tu dois reconnaître dans un environnement pour dire, ici, je fais un faux grattage. Puis à quoi qui te sert si les éléments sont déjà tous là? C'est ça. C'est même pas mets plus de ou même pas de produits, mais rien, mais fais la bonne crise de place. Excusez du mot, mais fais la bonne place, c'est ce qui est le plus important. Ben oui, effectivement. Puis tu fais un grattage, pourquoi? Pour amener le chevreuil à passer dans un endroit précis, pour qu'il y ait plus de chevreuils qui viennent mettre et prendre les odeurs, pour qu'éventuellement, il augmente tes probabilités qu'il passe un chevreuil pendant que tu es dans l'arbre. Ouais. C'est juste ça. Ah ouais. Ça fait pas de miracle. Il en passera pas nécessairement un plus à tous les jours. Mais il va peut-être qu'à long terme, il va en passer plus dans l'environnement parce que tu vas inviter les chevreuils à communiquer l'odeur à une place. Puis le chevreuil va passer le 17 novembre, qui a remarqué le 17 octobre dans la nuit qu'il y avait beaucoup d'odeurs ici. Il va passer à 10 h le matin parce qu'il veut ramasser les odeurs. Bang, tu viens de faire ta chasse. C'est ça un faux grattage. Ça fait pas de miracle. Ça veut pas dire que ça, tous les ans, tu vas réussir à récolter un chevreuil avec un impact venant de des faux grattages. Ouais, non, c'est sûr. Parce que tantôt, on parlait d'être patient, parce que justement, mettons, si on parle de quel signe trouver, les fameux grattages, dans un environnement donné, un domaine vital de mâle de 2500 acres, les grattages, il y en a plusieurs. Lequel tu dois choisir, il n'y en a pas un nécessairement qui va être vraiment meilleur que les autres. Il y en a plusieurs qui peuvent être bons. Ouais. Donc, ça peut... J'ai deux spots à peu près dans le même coin à 1,5 km de distance, puis les deux c'est le même genre de forêt. La même gang de chevreuils visite les deux spots, puis le même buck aussi. Ah ouais. Pourtant, j'ai un grattage qui est fait de la même façon de place qu'un autre, que sur un des deux spots, le buck il passe dedans une fois par semaine, sniffer, puis c'est tout. Puis dans l'autre, il passe à tous les jours se frotter après le frottage qui est proche, puis tout le temps après la branche, puis tout le temps gratter dedans à toutes les heures de la journée. Mais ce qui est intéressant, ce que tu remarques, c'est que peut-être que le fameux grattage en question, qui est visité beaucoup plus régulièrement par ce mâle-là, il est probablement plus proche d'une place qu'il affectionne en particulier pour aller se coucher. C'est ça. Plus proche. Son corps, le cœur de son domaine vital. Ouais, le couvert de sapinage et où ce qui se tient le plus, c'est plus proche. On pourrait dire. C'est ça. Okay. Tu sais, lui, parce que chaque chevreuil ont des places préférentielles, ils vivent en petits groupes, ils ont des secteurs préférentiels, ils vont être beaucoup plus souvent qu'ailleurs. Puis dépendamment de... Puis ça, c'est toutes des choses qui sont pas nécessairement faciles à découvrir. L'avantage de travailler beaucoup de caméras, c'est que tu peux venir avec le temps en étudier plusieurs portions de même, puis tirer certaines statistiques qui vont t'amener à être meilleur. Là, on est rendu dans... C'est pratiquement scientifique. Ouais. Quand tu te mets à chasser le chevreuil, avec beaucoup de caméras, sans utilisation d'appareillage, essayer de les déjouer de même, c'est à quelque part ça devient scientifique. Ouais, c'est plaisant, c'est sacré en même temps, tu sais. Ouais, mais pourquoi qu'un chevreuil ouvre des grattages et en ouvre plusieurs? La raison est simple, c'est que de jour en jour, il fait de plus en plus de millage avec la pré-rute qui monte. Il en ouvre d'autres. Puis les autres aussi en ouvrent. Puis éventuellement, on se ramasse avec des lignes de grattage qui montent vers un endroit ou qui reviennent d'un endroit. Ouais. C'est mon gars, mais genre, j'ai rarement été autant, là, genre, de te dire, à vouloir poser des questions pis tout, pis là, j'oublie qu'on est en podcast, pis ça me fait penser que tantôt, j'ai mis une story sur notre compte Instagram, j'ai marqué Charles Doris ce soir, pis il y a eu déjà 2-3 messages, ça va être intéressant. C'était intéressant en estime, mais là, faut aller à la pause, un petit 2 minutes, pis en revenant, on parle de formation pis chasse à l'orignal. Yes. Ils vont te challenger sur des affaires, mais en général, on n'a pas... c'est pas si pire que ça. Mais en même temps, je pense que c'est bien si tu fais challenger, parce que c'est là que tu peux prouver genre que tes connaissances sont basées sur l'expérience, l'information, puis... Tu sais, de toute façon, moi, ce que j'enseigne en formation, là, peu importe le type de formation, c'est ce que je connais, ce que je maîtrise. Ce que je connais pas, je maîtrise pas, j'embarque pas dedans. Fait que si la personne me met au défi dans une sphère que je suis pas à l'aise, je vais le dire la vérité. Ouais. Tu sais, il y a des âges, là, moi je suis rendu à un âge que je me dis, ce que je sais pas, je le sais pas en ce moment, ben, peut-être le savoir un jour. Mais ce que je dégage comme succès aujourd'hui,
c'est grâce à ce que je connais et ce que je fais. C'est ça que j'enseigne. Ouais, c'est pas tout. Il y a d'autres choses, c'est sûr. Ouais. Il y a d'autres choses qui vont être à découvert. Puis il y a peut-être d'autres façons de l'expliquer qui sont meilleures que les miennes. Moi, je te l'explique comme ça. Les autres, puis je n'ai pogné des. Tu sais, je n'ai pas eu beaucoup de mauvaises expériences. J'ai eu une couple de petits clients en salle qui ont voulu me. Tu sais, il y en a que des fois ils se font convaincre par un ami d'aller dans une formation. Ouais. Puis là, ils veulent te challenger, mais. T'es invites en avant, là. Viens-en en avant, animé pendant 3 heures. Ouais, c'est ça. On va te mettre au défi, moi aussi, là. C'est sûr. T'as l'air intéressant ce que tu dis, vite. Il y en a des estis de bons chasseurs qui ont des estis de bonnes grosses connaissances puis qu'ils seraient jamais capables de présenter ou parler. Effectivement, c'est pas parce que t'es un bon chasseur que t'es un bon pédagogue. Ouais, c'est pas parce que t'es pas un bon chasseur que t'es pas un bon pédagogue. Ouais. Il y a des coachs qui ont emmené des équipes à la Coupe Stanley ou à la Coupe Grey ou au Super Bowl. Qui ont même pas fait les ligues majeures en sport professionnel. Beaucoup. La façon d'enseigner, c'est une chose. Ouais. Ça veut pas dire que t'es le meilleur pour le mettre en application. Ouais, vraiment. C'est hot en crise que tu veuilles faire ça, partager toutes ces connaissances-là. Il y en a qui ne voudraient pas dire leur petite cachette ou. Bon, comme je disais tantôt, aujourd'hui, les gens ont le goût d'aider. Ouais. Puis c'est valorisant de savoir. Quand tu gagnes ta vie, peu importe le domaine, c'est valorisant de savoir que les gens réussissent des choses grâce à toi. Ouais, vraiment. Ben oui. Que ce soit dans une sphère de loisirs comme la chasse, ça va être pareil dans la pêche, le golf, ou que ce soit dans une sphère, un métier plus traditionnel. Quand tu sens que tu rends service, que t'aides, c'est valorisant. Puis on vit gagner notre vie, mais en même temps, si tu te couches le soir et tu es fier de ce que tu as fait, c'est le bonus, là, ouais. Ben oui. Ouais. Imaginez, là, parce que nous, ça nous arrive, mettons, on fait des vidéos, des trucs astuces, ça pêche, des affaires de même, puis le monde, ils nous partagent leur récolte ou genre leur fiche qu'ils ont pogné. On est là, tabarnak. Fait que j'imagine même pas toi, man, qu'il y a genre quelqu'un de texte sur Facebook. Hey, j'ai pogné un petit beau repoint grâce à toi, j'ai suivi tes conseils de A à Z, nanana. Ça, c'est une paye, là, pis c'est comme exactement. Ça n'a pas de valeur. Des fois, sur ma page Facebook, c'est ça, je fais de temps en temps une publication de témoignage. C'est pour montrer aux gens que ce que j'enseigne est bon aussi, tu sais, dans le but que les gens achètent mes produits et services. Mais en même temps, c'est pour aussi montrer aux gens que je suis fier. Oui. Moi, je suis capable de le faire, mais il y en a qui aujourd'hui l'ont réussi grâce à mes enseignements. Ça, je suis encore plus fier. Parce que d'être capable de le faire, puis d'être capable de l'enseigner en même temps, c'est deux choses tellement différentes. J'ai un certain talent dans les deux. Moi, je considère que c'est une chance, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. En ce moment, on parle de formation de chasse. Tu donnes des formations en salle, puis je pense aussi sur terrain. En fait, tu sais, c'est quoi les formations que tu donnes exactement pour ceux qui ne savent pas? Je suis rendu avec 3 types de formations. Formation en salle, à l'occasion, avec le virage COVID qu'on a eu il y a 2 ans. Ça a pris un break pendant quasiment 2 années complètes, autant dans le chevreuil que dans l'orignal. Ça a été très inquiétant par la suite, retourner en salle. Ouais, c'est ça. Les gens se sont adaptés, puis je me suis adapté. Là, j'ai mis sur le marché des formations en ligne que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup d'une formation en ligne que j'offre, c'est que l'avantage d'une formation en ligne versus une formation en salle, c'est que mon contenu est ultra revisé. Je m'assure que ça soit parfaitement ce que j'ai besoin, que ça reflète. Puis, je peux me reprendre maintes et maintes fois dans mon montage vidéo, que ça soit relatif, l'enseignement soit parfait. Mon but n'est pas d'impressionner l'auditoire pour lui faire acheter la formation. Il l'a acheté. Ouais. Mon but, c'est que l'auditoire comprenne exactement où je veux aller, puis où je l'amène avec la formation. Puis, il peut la réécouter. Parce que la formation en salle, j'adore. Je suis un très bon diffuseur, mais il y a une faiblesse. En salle, la personne écoute après un temps de temps, exemple 1 heure, 1 heure et demie, le degré de fatigue, la personne va retenir beaucoup moins que si elle peut le reviser en ligne. C'est ça, oui. Et il y a la formation terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus visuels, qui ont besoin de le voir, puis qui ont besoin de l'essayer, de marcher. Les 3 ont leurs avantages, je pense, les formations, mais je pense qu'au niveau académique, la formation en ligne, si on parle strictement de formation à diffuser du contenu et non d'aller sur le terrain, c'est la seule qui est l'avenir, parce que la personne a besoin d'un rafraîchissement avant sa chasse, peut la réécouter. Exemple, j'ai sorti une formation sur le cours de call. Un cours de call, je l'ai sorti au mois d'août l'année passée. Sur l'orignal. Exact. Ouais. Puis c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie que j'explique tout.
Puis je donne toutes sortes de trucs dedans, comment contracter les cordes vocales, la langue, etc. Mais si tu viens en formation terrain, il va te faire pratiquer, il va te le montrer comment coller. Ce que je ne ferais pas en formation en ligne. Ils ont tous leurs avantages. Puis l'autre avantage dans une formation en ligne, beaucoup moins coûteuse qu'une formation qu'on doit se déplacer. Parce que quand je monte au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben j'ai des coûts reliés à ça. Ben oui, le gaz d'hébergement, l'alimentation. La formation coûte beaucoup plus cher. Ah ben oui, puis c'est comprenable. Moi j'ai une question, mettons, quand quelqu'un achète, mettons, un package de formation en ligne, à quoi il s'attend? Il reçoit un fichier électronique? Dans mon cas, différents segments vidéo? Dans le cas, moi, ma façon de fonctionner, dans l'achat, il reçoit un fichier PDF dans lequel il y a un lien avec une adresse Internet. Clique dessus, se rend sur ma page Vimeo. Avec un mot de passe, tu peux accéder à la formation. Nice. Puis c'est un gros vidéo de 2 heures ou genre des segments? Je les ai toutes scindées de façon... En général, c'est 1 heure et demie. Exemple, le cours de call il dure 1h30. J'ai lancé ma dernière coloniale que j'ai lancée juste avant les fêtes. C'était formation sur l'analyse de cartes et la prospection à distance. C'est un autre 1h30. J'ai la formation l'approche finale. Elle est 48 minutes. On voit 4 écoles d'orignal. Il y en a une qui est quasiment en temps réel, dans le sens de la durée de temps qu'elle dure. 48 minutes de temps, on échange avec l'orignal jusqu'au moment de l'abattage. Puis j'en ai une qui, je considère une formation un peu plus bonus, c'est sur l'emplacement ou positionner une saline à orignal pour augmenter son efficacité. Ça, c'est dans le cas de l'orignal. Chevreuil, c'est une formation générale qui dure presque 3h30. Elle est en 2 volets. Puis j'ai une formation spécialisée que j'ai sortie pas récemment, ça fait 2 ans quand même, sur justement les faux grattages, on parlait tantôt. Où les faire, avec quoi les faire, puis comment, quand les faire, etc. C'est tellement pour n'importe qui de se mettre dans la game à l'année en ayant ces formations-là. C'est tout le live durant l'hiver. C'est ça, exact. C'est fucking intéressant. Puis côté, mettons, fourchette de prix, on peut s'en parler un peu? Que ça ressemble à quoi? Là, je connais pas mes prix par cœur. Ma formation originale en ligne générale, là, les 4 volets ensemble, j'ai un spécial à 149,99. Parce que j'ai ajouté la formation sur l'emplacement des salines, dans le fond, elle n'est pas dans le calcul. Sinon, me semble, l'approche finale est à 49,99. Les autres sont autour de 50. C'est ridicule parce que. Non, c'est pas cher. Imagine. L'investissement. Tu payes 150$ pour t'acheter des produits de saline puis pas savoir où les mettre, ou tu payes 150$ pour savoir exactement quoi faire puis où tu fais ce que tu as besoin. C'est pas cher, mais le marché est pas facile non plus. Fait qu'on, il faut vendre un prix que il va y avoir des clients. Au Québec, on a des très bons chasseurs, puis nos chasseurs en général, c'est des gens qui s'investissent dans leur activité. Fait que ça vaudrait, avec l'investissement de temps qu'on met là-dedans, les gars qui font des formations en ligne, le vrai prix devrait être multiplié par 2 ou par 3. Mais il faut quand même suivre le contexte de ce que... Y a-tu des acheteurs? Donc, la valeur réelle est pas mal celle que je vends. C'est plate parce que, c'est pas plate, mais je veux dire, sûrement que le monde amène d'autres mondes à ces formations-là, parce que souvent, il doit y en avoir qui font comme, poser de ça, ou peu importe. Puis là, quand il y en a un qui y va, il dit à son chum, non, tu comprends pas, faut vraiment que t'ailles là, faut vraiment que t'en suives, tu vas triper, tu vas capoter. Puis là, ça amène du monde de cette façon-là. L'avantage, pour mentionner tantôt, ça me fait pas penser à ce que tu disais, que le gars, il dit, faut que t'amènes une personne. J'ai des gens qui sont venus 2 fois sur le terrain, à la même formation dans un espace de 3 ans. Puis je leur avais posé la question, pourquoi t'es revenu 2 fois? Quand il s'est inscrit, je lui ai demandé, je dis, mon contenu n'est pas nouveau, là. En 3 ans, j'ai pas évolué au point là, de dire que tu reconnaîtras pas grand-chose. Non, mais il dit, j'ai pas retenu tout, premièrement, puis il dit, d'être en ta présence, d'écouter tes histoires, et il dit ça, je peux pas l'avoir en ligne. C'est ça l'avantage aussi, tu sais, il y a des gens qui aiment une personnalité du domaine, en allant passer la journée avec sur le terrain, tu vas avoir la chance de discuter avec moi et de me poser tes questions. Ce que tu pourras pas faire en salle si on fait une formation en salle de 35 personnes, parce que maintenant, ça avance pas. Tu vas avoir c'est ça. On ne peut pas faire en ligne. C'est comme un film, là. Si t'écoutes un film 2 fois, la deuxième fois, il y a plein de choses que tu réalises que t'avais pas réalisé la première fois de le voir aussi, fait que c'est vraiment bon, là, quand tu y penses. Attends un peu, c'est quoi moi, j'ai une question, mettons, des formations en salle. Combien t'en donnes par année, puis dans quelle branche de prix? Parce que comme tu as dit, il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en compte selon la région, puis nanana. Mais t'en donnes combien par an? Puis ça peut tourner dans quelle fourchette de prix? Là, cette année, j'en donne pas beaucoup. La simple raison que
Ce qui est là, ça fait... Non, je mentionnais tantôt, le virage COVID m'a fait peur l'année passée. L'année passée, je suis reparti pour essayer de voir en salle qu'est-ce que ça ferait. Ce qui s'est produit, c'est que le marché, il se diversifie aussi. Depuis 3 ans, on avait apparaître, exemple, dans le cas de l'Orignal, Dan Lavoie, qu'on voyait pas du tout avant. Ouais. Dan Lavoie, il tire un certain marché. Bon, il tire une certaine clientèle. Et les gens, généralement, ils n'achètent pas 2 dans l'année, ils n'achètent 1. Puis, le public cible, acheteur, disons, de formation, il n'est pas large, il n'est pas énorme. Donc, cette année, ce que j'ai pris comme décision, j'ai pris un hiver beaucoup plus relax. Je suis en train d'en monter une nouvelle pour l'Orignal, une formation spécialisée sur l'approche, le call et l'approche finale. Elle va durer 3 heures de temps. Je la diffuse une fois en premier. Ma première va la diffuser le 1er mars à Gatineau. Puis, je vais peut-être la refaire une autre fois cet hiver. Okay. Chevreuil, je n'en fais pas du tout en salle cet hiver. Ah ouais? Je prends ça vraiment relax. Oui. Okay. C'est pour plusieurs raisons. C'est que dans le cas du Chevreuil, quand les années je la faisais, ma tournée, je faisais à peu près 9-10 villes au Québec, OK? Ça, j'ai fait ça 3 fois. 3 hivers que j'ai fait ça pour le Chevreuil, 9-10 villes. Le problème qu'on a au Chevreuil au Québec, c'est que depuis le nouveau plan de gestion, qui est carrément une destruction du cheptel de qualité, il y a plus beaucoup de chasseurs de chevreuil qui ont des frustrations avec des gros bocs parce qu'il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Ces gens-là ne ressentent plus le besoin de s'améliorer, donc c'est triste, on traverse une période. C'est dur dans la région de Sherbrooke de vendre des formations chevreuil. Les gens, tout ce qu'ils photographient, c'est des jeunes mâles, ou presque, à part quelques exceptions, des micro-réalités. C'est rendu que j'ai plus de facilité de vendre une formation en salle l'année passée à Saguenay. Il y avait 28 personnes à Chicoutimi. C'est normal. Ouais. Tu sais, si tu veux faire une formation dans le coin de Drummondville, il n'y a personne qui s'intéresse. Ouais, il n'y a pas de bon sens. Il y a un problème, là. Fait que le nombre exact cette année, c'est vraiment pas beaucoup. Okay. Je mise beaucoup plus sur cette année. Non, je fais beaucoup plus de formation terrain au printemps. Bon, c'est ça. Formation terrain au Rignal, j'en fais 7-8 par année. Chevreuil, ça va dépendre parce que je fais beaucoup de formations pour des clients. Analyse, formation. C'est ça, tu vas dans les spots sur les terres des gens. Exact. Puis tu leur demandes. Mettons, tu as un terrain, puis tu as la difficulté à comprendre le pattern, comment chasser ton terrain. Je m'en vais sur le terrain, on le marche ensemble, je vous explique comment le chasser et comment chasser le chevreuil. Mais dans ça, il y en a des fois à l'occasion qui montent une formation. Des fois, il y a 12 personnes, jusqu'à 14 personnes, à même le terrain, on passe 9 heures ensemble. C'est ça qu'on fait, la même ta boîte de lunch. Là. Exact. Je l'ai vu souvent, ça, c'est fou. Puis j'imagine qu'avec toi, quand tu viens sur notre terrain, tu nous fais monter, tu nous montres, tu trouves des choses qu'on n'aurait jamais trouvées tout seul. Oui, effectivement. Oui, ça c'est des signes. Puis... C'est des, pas un 6e sens, mais c'est des choses. Quand c'est ton métier, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Le nombre de panache que ce gars-là trouve dans une année. Là. Il en trouve moins qu'avant, il n'y en a plus. Puis, mettons, genre, avant d'aller analyser le terrain on the spot avec la personne, tu dois sûrement prendre un certain moment pour l'analyser sur une carte pas bathymétrique, topographique, genre. Si on parle de chevreuil, non. Puis l'orignal? L'orignal, oui, parce que l'orignal, c'est une grosse bête, puis on sait beaucoup des codes de cartes écoforestières. Les feuillus, puis les... Oui, mais le chevreuil, c'est une bête qui mange beaucoup au sol. Donc, oui, les codes nous donnent une idée. Par expérience, je sais quel type de densité le chevreuil aime plus. Sauf que le chevreuil, tu sais, ce qui aide beaucoup à comprendre le principe, c'est que ça se calcule en kilomètres carrés. L'orignal en 10 km carrés. Donc, dans une petite réalité d'un terrain de 50 acres, des fois, si tu regardes une carte écoforestière, il peut y avoir 3 parcelles différentes. Faut que tu marches. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Faut que tu marches. Puis ça, mettons, parce que toi, t'habites plus comme vers le sud du Québec. Oui. Puis ton prix va-tu différer? Mettons, quand tu vas analyser des terrains on the spot, est-ce que ton prix va être en conséquent de où est-ce que la personne habite? Bien sûr. Moi, mon prix, c'est pas compliqué. Comme toute entreprise, je calcule le kilométrage. C'est ça. Là, le prix part à partir de ce moment-là. C'est quoi? Un déplacement de 200, 300, 500. Là, après ça, ça coûte tant par jour. Moitié prix sur semaine. 15 semaines, j'ai beaucoup trop de demandes. J'ai des formations. Je suis comme pogné. Depuis 5-6 ans, là, quand j'arrive, là, je vous dirais à fin mars, là, j'ai plus une journée à vendre en mai, juin, juillet. Des fois, je foule le mois d'août éventuellement.
Ouais. Je trouve ça qu'il y ait justement en salle, en ligne, puis sur le terrain, parce que chaque personne, tu sais, exemple, les gars, genre vous autres, c'est quelle formation des trois qui vous intéresserait le plus? Ça serait en ligne, c'est sûr. Ben, tu sais, terrain, ça c'est sûr. Fois 1000, mais après ça, moi, ça serait vraiment formation en ligne parce que je pourrais le réécouter, prendre des notes, puis en effet, comme tu as dit, après 2-3 heures, tu commences à avoir un petit peu moins de concentration, tandis que là, tu peux le réécouter, tu peux prendre des notes, tu peux dire, ouais, mais ça, cette partie-là, j'ai un petit peu moins bien compris, je vais la réécouter. Ça fait comme ça, même gym aussi, soit terrain ou. Tu vois, ça veut dire que ça touche tout le monde parce que moi, si j'ai mis en ordre, oui, le terrain, c'est sûr. D'ailleurs, j'aimerais ça en esthétique. Mais en deuxième, moi, ça serait en salle pour l'événement. Ouais, puis il y a un autre aspect, tantôt, j'ai pas pensé de mentionner. Une formation en salle ou en ligne, l'avantage, c'est qu'on a du soutien audiovisuel. Ouais. On a des médias. Quand on est sur le terrain, c'est toute la mise en situation. La mise en situation réelle, tu vois les choses, tu vois les arbres, tu vois la nature, tu vois les reliefs, les traces, mais je peux pas te mettre un chevreuil qui marche. Ouais, c'est tellement d'imagination quand même. Tu peux pas, C'est pas la même chose, pas en tout. Par contre, au niveau du chevreuil, c'est un peu plus négligeable, je dirais, parce qu'un coup, tu vois le chevreuil, normalement, il est mort. Tandis que le chevreuil, l'orignal, en situation en salle, tu le vois, tu peux continuer à communiquer avec, puis des fois, à cause des angles, tu peux pas le tirer avec un arbalète, etc. Mais le chevreuil, lui, bien plus souvent qu'autrement, t'as pas besoin de savoir quoi faire, de le faire tourner. Tu souhaites qu'il tourne. Pour le tirer. L'orignal, faut que tu le fasses tourner, exemple. Fait que c'est plus négligeable dans un que dans l'autre, mais ça reste l'avantage du soutien visuel, c'est que c'est pour démontrer avec force que ce que tu expliques fonctionne. Pour convaincre les gens. Parce que les gens, c'est normal, les gens ont doute. Hein? Là, quand tu vois le chevreuil faire ce que tu dis qu'il fait, exemple, le faux grattage, puis il vient, et là, c'est dur de douter, là, maintenant. Moi, j'ai une... Ben, tu sais, je veux dire, j'en aurais à parler toute la nuit, là, mais j'ai une question avant qu'on passe peut-être à un petit jeu. J'aimerais ça savoir quand même comment s'est passée ta chasse en général cette année. Pas nécessairement comment c'est passé, mais c'est quoi les récoltes que t'as faites, mettons, dans l'année, tu sais, de janvier à décembre, mettons? Ben, janvier, moi, je commence l'ours à chaque année. Je suis guide à une pourvoirie, à pourvoirie de la Sorbière. C'est ça, exactement. Mais ça a été rough parce qu'il y a eu feu de forêt, on a perdu la moitié des clients. Moi, j'ai tué Non, pas du tout, mais avec notre gouvernement totalitaire, il a fermé le nord du Québec au complet, puis il n'y avait pas de feu, nous autres, à 200 km. Là. En tout cas, on ne rentrera pas dans le détail là-dessus, là, mais j'ai fait abattre 6 ou 7 ours là-bas, plus le mien, où j'ai tué un 250 livres à l'arc. À l'arc, ouais. Il va être présenté dans la tournée de film Chasse-Pêche, une soirée en ligne. Après ça, à l'Ornial, j'ai fait 7 en 7 avec mes groupes de chasse à l'Ornial, dont 2,50 pouces. 1,51, 1,50, c'est-à-dire. Puis j'ai tué un beau chevreuil, j'ai tué un 158 en Alberta, un beau buck, un beau 10 avec deux autres kickers. Puis j'ai tué un moyen 8 au Manitoba, chasse qui est un peu plus difficile. Puis à Québec, pas le chevreuil? Cette année, ça a été la première saison en 29 ans que je récoltais pas mon chevreuil au Québec. J'ai vu ton vidéo. Tu marchais sur une lisière sur le bord d'un champ puis tu parlais, j'ai vu cette vidéo-là. Ça, c'est en octobre. Ça, c'est après la peau de noir. J'ai décidé de pas tirer de femelles sur le terrain parce que là, écoute, avec le nouveau plan de gestion, c'était amené beaucoup de nouveaux chasseurs que la carabine introduit. Bref, puis j'avais de l'orignal à manger en masse. Fait que j'ai décidé de pas peser sur le gaz plus que ça. Puis l'autre terrain que j'avais dans la zone 5, je savais que mon fils puis la fille de ma blonde voudraient chasser. Fait que je me suis dit, j'ai pas pesé plus fort qu'il fallait pour en tuer un moi-même. Il n'y avait pas de potentiel de gros chevreuil, donc quand il n'y en a pas, tu peux pas en récolter. De beaux chevreuils. Puis j'ai été beaucoup plus passif que j'aurais pu l'être parce que j'en voulais pas nécessairement de viande. Fait que c'est la première saison en 2000, tu sais, pour répondre à ta question, c'est la première fois en 29 ans que je ne tuais pas un chevreuil au Québec. Quand même, en 29 ans, tu as quand même récolté 2 dans ton année, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais prise de décision de dire j'en récolte pas au Québec là aussi. J'aurais pu, mais c'est ça. Tu gardes ça encore les bois ou tu... Non, juste quand c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec? T'es donnes-tu? Je les donne. Je les donne quand il y en a qui veulent. C'est beau, là, on s'entend, là.
une petite belle déco, mettons un crâne blanchi sur une tête de riz. C'est parce que ça se jette pas, tu sais, ça. Tu peux lui donner, puis le monde met ça dans leur shack. Non, moi, je les offre tout le temps à des gens qui sont avec moi durant le séjour. Genre, un gars qui me suit, puis finalement, en Alberta, Alexis, ça fait 2, je donne un boc de 135, puis cette année, celui du Manitoba, je lui ai donné. C'est parce que maintenant. C'est quoi à faire ta maison remplie? Non, on a épuré un moment donné. Je le fais naturaliser, sinon on le regarde pas. Ok, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. On va avoir le petit quiz. Ouais, on va faire le petit quiz, ouais. Ben, juste en dessous, il va y avoir des petits pads, là. Je vais essayer de. On a chacun c'est le petit tableau à soir. Ouais, un petit tableau à soir, là. Bon. C'est un petit quiz sur le chevreuil, là, pour bien clore le podcast, là. On va se faire. On va se faire grosse une race. On sait pas quoi, l'essuie-tout. Ça, dans le fond, si jamais tu baves, là. Non, t'en as pas besoin, t'as un petit truc pour effacer au bout de ton crayon. Toi, t'en as pas besoin. Ah, c'est vrai, ouais. C'est juste pour effacer le tableau après, là. T'écris quoi? Ben là. Ben, je vais poser, en fait, c'est un petit quiz d'à peu près 5-6 questions, puis je vais donner des. Non, mais faut écrire là-dessus. Ouais, exact. Faut écrire là-dessus. Ouais, mais il y a pas de. Non, mais l'autre bord. Avec ça. Faut t'ouvrir le bouchon. Ton bouchon, c'est un efface, dans le fond. Ça! Non, c'est ça, tu l'as, c'est Je connais pas ça, ces crayons-là, moi. Ah! Pis ça, c'est ton efface, dans le fond. Ok! Je savais pas qu'il fallait un manuel d'utilisation. Ça va prendre un livre comment ouvrir un. Ça va marcher. On va mettre un peu parce que là, mec, c'est des questions sur le chevreuil après moi. Ben non, mais tu sais, c'est un quiz que j'ai pris sur. J'aimerais pas l'auteur, là. Fait que tu pourrais pas biologiste, moi, là, énervez-vous pas avec ça, là. Ok. On va aller avec une petite facile, là. T'sais, le chevreuil est il y a une petite barre nageur. Soit un moyen, excellent, il nage pas. Là, faut écrire notre réponse. Ouais, faut écrire la réponse. Mais c'est quoi les choix de réponse? Fait que le chevreuil est un nageur, soit excellent, faible, moyen ou il nage pas partout. C'est une petite facile, c'est juste pour détendre l'atmosphère. C'est facile, c'est pour se mettre dedans. Ouais, c'est pour se mettre dedans. Ok. Tu voudras-tu répéter pour les gens d'audio, mettons? Oui, ça va, oui. Parfait. On peut montrer nos réponses. Il faut montrer dans le fond de tourner. Excellent. C'est un excellent nageur, ouais. Charles Doris et moi, on a écrit excellent. Toi, Tom, t'as écrit moyen. J'ai écrit moyen parce que je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui m'a conté de quoi l'hiver. J'aimerais passer en dessous de la glace. Puis qui est ressorti plus loin. Puis... Ok, bon, ben j'ai 0 point. Puis moi pis Charles, on a 1 chaque. Toi, t'as 0. Ok, deuxième question. Jusqu'à combien de kilomètres par heure un chevreuil peut-il courir? Soit 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h ou 60 km/h? On parle de vitesse? Vitesse, ouais. Ouais. Ça, dis donc les choix. 30, 40, 50 ou 60 km/h. Genre, en tout cas, je suis pas sûr, mais... Il décide une voiture. Je décide une voiture, je suis assis à côté d'une voiture, puis je roule à 60. Ah, ok, on le marque en gros. Ah, juste pour dire qu'on le voit. On peut le montrer aux deux. Ouais, c'est ça. Ok. Vous pouvez tourner. C'est 60 km/h, mais je sais pas si mes sources sont bonnes, là, fait que je pensais que t'allais avoir la réponse. Mais comme je vous dis, je suis pas biologiste, moi, là. Tom, il a écrit 40. Tom, il a écrit 50. Moi, j'ai écrit 60. Puis Charles-Henri Doris, il a écrit... Qu'est-ce qu'il a écrit? 40, mais il s'est dépêché de l'effacer voiture. Ouais, c'est ça. Fait que c'est 60, puis je pense aussi parce que pas Jay, en fait, on en va courir des fois dans les champs, puis ça court vite en chien. Ça galope en estime, mais t'essaieras de courir à 40 km/h, je vois que c'est vite en c'est la hauteur que ça saute qui est le plus impressionnant, je pense. Ouais, c'est ça. La prochaine question, en fait, c'est sans élan, en fait. Sans élan, un chevreuil peut sauter jusqu'à combien de mètres de haut? Tu dois le savoir, hein? Ben là, j'ai la feuille devant moi, là. Soit 2 mètres, 3,5 mètres, 1 mètre ou 4 mètres. Parce que, on le sait à quelle hauteur. Moi, mes gars sont à plus que 4 mètres. C'est mon char. Avais-tu écrit vos réponses? Moi, j'ai écrit 4 mètres, toi, Charles? C'est 2 mètres. La vraie réponse, c'est 2 mètres. Ben non, sans élan, ouais. Ben, Chris, il n'y avait pas d'élan, lui, que t'as tiré dans un peu trop bas. C'est d'affaires. C'est 2 mètres, ouais. Ben, tu sais, je sais pas si ma source est bonne, là. Fait que, mais c'est 2 mètres. Ben, Charles Leu, 2 mètres, c'est beaucoup, man. C'est combien en pied? Je sais pas, mais c'est genre. Moi, je pense que c'est 2 mètres, c'est 8 pieds. C'est 8 pieds, ben, tu sais. 4 mètres, c'est quoi? 5 mètres, c'est 16 pieds. Ça fait. Ah, j'avoue, ok, ouais. Ça fait du sens, Ils sautent pas ça, même avec de l'an. Ben non, on espère. Ok, ça fait du sens, ouais. L'aire de répartition, 4e ou 5e question, j'ai perdu le fil là, mais l'aire de répartition du chevreuil s'étend jusqu'à New York, au Vermont, Amérique du Sud ou territoire de la Pennsylvanie. En fait,
Je sais pas si vous la Pennsylvanie, fait que. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Ok, les gens à la maison, c'est quoi l'heure de répartition? Jusque où le chevreuil se répartit sur le sort de Virginie? Ouais, le sort de Virginie, ouais. En Amérique, là, tu sais pas, on ira pas voir les bras. Mais jusqu'à où est-ce que tu peux aller pour mais pourrais-tu redire les options? Soit New York, l'État du Vermont, en Pennsylvanie ou en Amérique du Sud. Ah! Ben oui, Big, moi je le sais, man. Ah, moi j'ai jamais passé mon histoire. Fait que... Non, c'est ça, il sait même pas si c'est New York. C'est pas donc que. Mais je pense que j'ai la bonne réponse. J'ai hâte de voir, hein. Allez-y, tournez-vous. Amérique du Sud. Amérique du Sud. New York. New York, savez-vous pourquoi j'ai eu la bonne réponse? Je savais pas. Parce que, man, j'étais allé, tu sais, au Mexique, là, j'étais allé voir les temples mayas, man. Puis il y avait une pancarte qui disait les animaux qui étaient là, pis nanana. Puis asti, j'ai vu des chevreuils sur cette pancarte-là. Une espèce de chevreuil. J'étais là, pourquoi il y a des chevreuils ici, je pensais. Fait que là, c'est comme là que j'ai fait l'allusion avec Amérique du Sud. Petite dernière question. Durant la période d'accouplement, le territoire du chevreuil peut aller jusqu'à combien de kilomètres carrés? Puis tu pourras nous corriger, là. Soit 10 km carrés, 20 km carrés, 25 km carrés ou 15 km carrés. Et ça, c'est embêtant de la source ça vient, là, mais... Ouais, parce que ça doit dépendre des places aussi, là. C'est ça doit dépendre de l'environnement aussi, là. Fait que je répète circonstanciel, man. Fait que je répète, soit 10, 15, 20 ou 25 km carrés lors du route. Ben, je trouve que c'est énormément circonstanciel. Parce que moi, j'avais une réponse, ben sûrement que Charles aussi, puis tout le monde, j'avais une réponse avant que tu nommes les choix. Fait que genre, là, avec les choix, je sais plus. J'ai hâte de voir, man. Ouais. Moi, j'ai écrit 25, Charles, 20. Toi aussi, t'en 20? Ouais. Ça, la réponse, en fait, la réponse c'était 15 km, mais c'est pour ça qu'il y avait un petit bémol, parce que j'étais pas sûr, là, tu sais, vraiment de. Ouais. 15 km. Je sais pas si t'as pris ton quiz, là, mais. Journal de Québec, man, tu leur enverras un courriel. Bon, ben, c'est de la faute à Julien Cabana, là, bon. Ouais, c'est ça. Ça a terminé mon petit quiz, là. C'est pour détendre l'atmosphère. Ouais. Hey, les gars, c'est qui a gagné, hein? C'est toi. Tu penses? Ouais. Mal ça. Ben, Charles, il a une coupe de bonne. Fait que. Je pense que j'étais égalité avec Charles. Ouais. Parce que les gens j'ai eu 4 mètres, j'ai eu la première. T'as eu Amérique du Sud aussi. Ouais, 3 sur 5, hein? 3 sur 6, 3 sur 5, ouais. Je suis 1 sur 5, je pense. Faites roche-papier ciseaux. Le plus, c'est que c'est lui qui m'enseigne si la chasse mais ça peut tellement dépendre de la source, hein. Fait que, hey les gars, que diriez-vous si on prenait une micro-pause juste avant le prochain segment du podcast? Ouais. Juste comme on resetter nos affaires, petite pause, on repose après. Parfait. Pause après, parfait. Alright. Il reste un mini segment, mais je trouve frais ce segment-là. C'est tout le temps pas ma partie préférée, mais comme. Mais là, c'est non, mais on en est venu au consensus que t'avais gagné le quiz. Là, à cause que t'as gagné le quiz, comme à chaque podcast, l'invité se mérite un cadeau pour sa grande gentillesse d'être venu au podcast puis de s'avoir prêté au jeu. Fait que Charles, j'ai un petit cadeau pour toi en le nom de toute l'équipe de 6e Sens. Un cadeau pour moi. Ouais, petit cadeau. Des fois, on a de la difficulté à trouver une sorte de cadeau pour les invités, mais je trouve que particulièrement celui-là, pas que ça a été facile, mais je trouve que c'est une Christie belle idée. Tu peux le déballer devant tout le monde à la maison, c'est vraiment cool. Il va dire qu'est-ce que c'est ça, c'est sûr. Ah, je l'ai vu passer. T'as mis ça dans ta story, hein? Ouais, j'ai vu ça sur Facebook, ouais. Dans le fond, il y a un exposant qui s'appelle. Je t'ai vu en photo avec. Ouais, exact. Il s'appelle Serge, le monsieur, puis il fait des trucs artisanaux. Puis on a vu une poivrière avec un panache d'orignal. Et 100% fonctionnel, là. Ouais, dans le fond, c'est hot, hein? Tu vois, il y a une poivrière. Ben, même du sel, j'imagine, en gros. Oui, c'est vrai, tu mets ça. C'est très original, je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Je vais la mettre dans ma salle de trophée. Ben oui, certainement. Vraiment beau. Ben, ça fait, je trouve, une belle discussion quand t'invites du monde chez vous pour souper ou tu sors ça, nanana. Ouais, c'est passé quand même. C'est juste pour les occasions, effectivement. Ah oui. Ben, c'était au salon de la pourboire en fin de semaine. Je t'ai vu en photo avec, j'ai déjà vendu des panaches. Ah ouais? À un moment donné, elle a fait du ménage. C'est peut-être toi qui l'as récolté, ça. Non. Il est trop petit, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, écoute, j'ai déjà récolté ma part de petits sujets. Puis de toute façon, autant je suis un amateur de gros chevreuils orignaux, un petit sujet, un orignal qui soit petit au niveau du panache là, ou un chevreuil, ça justifie rarement l'exploit. Parce qu'il y a des orignaux qui sont gros, qui sont plus faciles à récolter que des petits. Et vice-versa. Puis il y a des réalités au Québec
que tu chasses qui n'a pas de gros. Ouais. Fait que c'est un exploit des fois de ramasser un petit. Puis moi, je suis pour l'école du vivre et laisser vivre. Puis si une personne est heureuse en récoltant un petit spécimen, ben il chasse pour les bonnes raisons. Ah ouais, exact. La personne qui va le juger parce qu'il a récolté un petit chevreuil, mais pour moi, c'est lui qui est fautif. Ben, la minute que tu juges de la récolte de quelqu'un. Exactement. Ouais. Tant que c'est fait dans le respect des règlements, avec une bonne conscience. Si tu connais toute sa je sais pas, sa réalité. Si tu connais toute sa réalité puis que tu juges son choix, on peut en parler, mais si tu juges sa récolte puis que tu connais pas sa réalité, là, c'est spécial. Hey, ben, Charles, je suis vraiment, vraiment content. Je pense que les gars aussi, c'était un podcast qui était tellement intéressant, là. Je trouve vraiment dans nos plus intéressants même à écouter. Puis, ben, on te remercie vraiment beaucoup de venir. Puis, juste avant, là, qu'on se laisse, j'ai comme une petite plug, puis notre petit mot de la fin. Juste avant, c'est où que les gens peuvent te suivre? Sûrement qu'il y en a beaucoup qui te suivent, là, puis nous-mêmes, on le sait, mais si tu veux te plugger un peu tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre autant pour les formations que pour les j'ai films? Ma page Facebook, tout part de là. Ouais. Ma page Facebook, La Chasse avec Charles Doris. J'ai mon site internet, chassecharlesdoris.com. J'ai Instagram aussi, mais je me sers beaucoup moins d'Instagram pour publier parce que mon public cible, c'est pas un public Instagram. Vous autres, vous êtes beaucoup plus Instagram dans vos tranches d'âge que ma tranche d'âge. Puis mon client cible, moi, les gens en général qui sont rendus à l'étape de leur vie de vouloir apprendre dans le domaine, exemple, moi ce que j'enseigne c'est la chasse au gros gibier. Mon public cible c'est du 34-54. Okay. Les jeunes sont Instagram, mais Snapchat, je pense. TikTok. Tinder, c'est pas mal aussi. TikTok qui va me divertir, mais c'est pas une plateforme pour nécessairement des choses pédagogiques. Facebook, quand même intéressant. Ouais. Il y a beaucoup de bons contenus sur Facebook. Il y a beaucoup de boîtes aussi. Facebook, il faut que tu saches t'en servir. Au début, on était quand même, on dirait que c'est en pente descendante, mais non, de plus en plus, on se rend compte que non. C'est un bel échange, dans le fond. Fait que tu vas te faire connaître par beaucoup nos gens jeunes. Communauté, notre audience. Puis nous autres, ben, tant mieux aussi. C'est tout le temps ça qui est le fun aussi à travers les podcasts. Une petite blog pour tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Je vois Rick avec le Just Hook It. En ce moment, sur La Force de la Nature, on a 2 morceaux qui font fureur. On s'en fait parler au salon par les gars de la CEPAC, par tout le monde qui nous écrit. Just Shoot It, puis Hook It. Sont mongols sur laforcedelanature.ca en allant magasiner là-dessus, puis acheter un morceau, c'est la meilleure façon de nous encourager, mais de faire en sorte qu'on continue toujours à sortir du contenu de qualité. Fait que abonne-toi, like, commente, ça nous fait toujours un immense plaisir. Nos films, nos podcasts sont disponibles à chaque semaine sur YouTube, Facebook, Spotify, Balados. Puis là, on se fera pas de cheers parce qu'on bat une gourou, mais on te remercie encore vraiment beaucoup, Charles. On peut se faire un cheers pareil. Cheers pareil. On va se faire un cheers. C'est la signature. Ah oui. Merci, Charles. Merci.